Salut. Si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo dans vos recommandations, bah déjà bienvenue, je suis Orasam, mets-toi bien, installe-toi. Cette vidéo, c'est la partie 3 d'une série d'icebergs que j'ai commencé il y a déjà quelques mois et qui traite des lost médias francophones, tout ce qui est médias perdus français et francophones. Si vous avez pas vu les deux premières parties, bah je vous conseille fortement d'aller les regarder, genre là maintenant. J'attends. Et pour tous ceux qui sont là depuis Day One, bah déjà merci beaucoup, c'est grâce à vous qu'on en est arrivé là, et ça fait super plaisir de vous voir encore pour cette dernière partie, la partie 3 de l'iceberg des Lost Media français. Au menu du jour, on aura des musiques complètement introuvables, des sujets improbables, et même des médias dont l'existence ne peut même pas être prouvée à 100%. Et avec en prime une petite surprise, donc restez bien jusqu'à la fin. Et sans plus attendre, entamons notre aventure dans les eaux profondes. Bienvenue dans l'iceberg des Lost Media français, partie 3. Trackmania Sunrise, Nvidia trailer. Ah, Trackmania, comment faire un iceberg sur les Lost Media français sans parler de ce monstre du jeu vidéo? En novembre 2003, Nadeo, un studio français, sort Trackmania. Un concept simple, pas de collision, juste de l'accélération, des virages et des freins. En plus, c'est gratuit et ça attire des joueurs du monde entier. Un jeu facile à prendre en main, donc, mais difficile à maîtriser, qui demande des heures d'entraînement pour devenir performant, et ça, bah ça plaît au public. Le jeu, il est nerveux, il demande de la maîtrise, tout le monde peut jouer à Trackmania, mais seulement une poignée de gens le maîtrisent vraiment. Trackmania, c'est un jeu de course unique, avec un gameplay arcade qui n'a rien à voir avec les simulations de course réalistes. Ici, pas de changement de vitesse manuel, ni de gestion complexe des dégâts, vous n'avez que 4 touches, accélérer, freiner, tourner à gauche et à droite. Les courses sont simples, mais le défi réside dans la maîtrise des pistes, et ça, c'est ce qui fait toute la magie du jeu. En 2006, Trackmania fait un grand pas avec Trackmania Nations, créé pour l'Electronic Sports World Cup. Le jeu introduit l'environnement Stadium, un classique avec une voiture de type F1. Et c'est avec Trackmania Nations Forever, en 2008, que le jeu devient vraiment populaire. On parle de Hunters, ceux qui traquent les records du monde, sur des circuits d'ailleurs. Mais du coup, c'est quoi le but? Le but, bah, c'est d'atteindre l'arrivée le plus vite possible. Souvent en passant par des checkpoints, le chrono tourne et les meilleurs temps sont récompensés par des médailles, bronze, argent, or ou la médaille Nadeo. Si vous voulez une bonne dose de compétition, bah c'est là-bas qu'il faut aller. Et d'ailleurs, je vous renvoie vers d'excellentes vidéos traitant de différents moments importants du jeu dans la description, n'hésitez pas à y faire un tour. Trackmania, c'est 13 jeux, implantés depuis 21 ans et avec une communauté assez déterre donc, mais nous, on va se concentrer sur l'opus de 2005, Trackmania Sunrise. Trackmania Sunrise, ou TMS, c'est la suite de Trackmania premier du nom, et ça apporte plusieurs améliorations au concept original. Le jeu, il conserve son gameplay simple et arcade, tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités qui rendent l'expérience encore plus satisfaisante pour les joueurs. L'une des principales évolutions de Sunrise, elle réside dans ses graphismes, bien plus aboutis que ceux de son prédécesseur. Ce qui était souvent perçu comme amateur dans le premier jeu est désormais bien plus proche des standards de l'époque. On a aussi la physique des véhicules qui a été vachement améliorée, offrant une sensation de conduite plus équilibrée et maîtrisée. Les pistes sont désormais plus aérienne et démesurée, ajoutant du dynamisme aux courses. Un mois avant sa sortie officielle, lors d'une convention en mars 2005, Nadeo et Nvidia présentent un trailer de ce jeu afin de promouvoir non seulement la qualité du jeu, mais aussi la puissance des cartes graphiques Nvidia. Ce trailer, il a complètement disparu et pendant des années, on pensait ne jamais le retrouver, jusqu'à très récemment. Encore aujourd'hui, on sait pas trop pourquoi le trailer n'a pas été dévoilé par Nadeo, sûrement qu'il a dû être mis de côté et oublié avec le temps. La vidéo, elle dure 1 minute 50, je vais pas vous la montrer en entier, vous avez tous les liens en description, notamment celui qui a retrouvé le Lost Media, si vous êtes vraiment curieux. Nous, en tout cas, on va continuer avec ESWC 2006 Bayer vs Karl.
est-ce que vous connaissez Karl? Karl, c'est un joueur légendaire de Trackmania. C'est pas un joueur fort, il est monstrueux. Karl Anthony Cloutier, mieux connu sous le pseudo de Karl Junior, c'est l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire de Trackmania, juste ça. Ce Canadien, c'est une véritable légende dans l'univers de l'e-sport, avec un palmarès impressionnant qui fait de lui le meilleur joueur de l'histoire du jeu. Strat backwards, si tu FPS avec l'angle parfait dans le finish, ça gagne 0.5 sur un turn. Karl Junior se fait connaître très tôt en remportant l'Electronic Sports World Cup en 2013 à seulement 16 ans. Extrêmement heureux, Karl Junior. Ah, je suis extrêmement heureux, comme tu l'as dit. Je suis pas. Mes émotions sont complètement folles. Ce titre, il marque le début de sa domination sur la scène compétitive. L'année suivante, il conserve son titre à Paris et continue de briller tout en poursuivant des études en sciences de la nature. Ouais, donc le frérot, il a 16 ans, il a déjà remporté des grands tournois et il se fait des thunes. Moi, j'ai 22 ans et je suis en train de vous raconter l'histoire de personnes qui ont réussi leur vie. Karl Junior, il s'arrête pas là, il enchaîne les victoires, notamment lors de la Trackmania Grand League. En 2020, il remporte les 2 saisons de la compétition, puis ajoute une victoire hivernale en 2021. En tout, il est le joueur le plus titré de la TGL avec 3 titres en 6 éditions, ne perdant qu'une seule finale en 2022 contre l'Australien Mouda, dans un match d'anthologie où l'issue a été décidée à 6 millièmes de seconde. Ça m'a l'air even, ça va jouer sur l'identité, mesdames et messieurs, le drift de Karl Junior est excellent, l'atterrissage est parfait de la part de Karl Junior, ça se joue sur l'identité entre les deux joueurs. Karl Junior m'a l'air pas mal, Meda qui arrive avec plus de vitesse, ça va se jouer jusqu'à la fin, ça se joue jusqu'à la fin, et c'est Meda à 6 millièmes qui remporte ce round. Le couronnement de sa carrière arrive avec ses victoires successives dans les championnats du monde de Trackmania. En 2021, 2022 et 2024, Karl Junior devient champion du monde à 3 reprises, renforçant son statut de meilleur joueur de tous les temps. En 2022, il triomphe même au Stade de France, et en 2024, il continue sa domination à la Paris Games Week. Mais revenons un poil en arrière, en 2006 plus précisément. À ce moment-là, Karl, il fait ses armes et il se retrouve en finale d'un tournoi Trackmania Nation contre un certain Bayer. Le championnat, il s'est déroulé à Paris et bien que des images circulent ici et là sur internet, aucune vidéo du final n'a réussi à être sauvegardée. Là encore, jusqu'à très récemment, un certain Divided retrouvera une version filmée à l'arrache, mais quand même complète, du final entre Karl et Bayer, mettant fin à des années de recherche. Une version montée avec des séquences de gameplay existe aussi en meilleure qualité sur la chaîne YouTube du MMV, tous les liens sont bien évidemment en description. The Crossing. Dans la deuxième partie de l'iceberg, on avait déjà traité de Arkane Studio pour un jeu annulé, qui c'était Return to Ravenholm. Et donc je suis pas tellement étonnée de les revoir dans l'iceberg, mais d'abord un peu de contexte. Valve, en 2005, oui encore eux, s'allie avec Arkane Studio pour créer un jeu de tir à la première personne du nom de The Crossing. Le jeu, il devait se dérouler dans 2 versions parallèles de Paris, une version moderne plongée dans l'anarchie après la chute du gouvernement français, et une autre uchronique où les Templiers avaient pris le pouvoir en 1307, modifiant profondément l'histoire de la France. Ce jeu, bien que très basique dans sa forme, se veut assez moderne et fusionne le solo et le multijoueur en une seule expérience de jeu. Ce concept ambitieux appelé crossplayer vise à remplacer l'intelligence artificielle par de vrais joueurs au fil de la progression du jeu. Et en vrai, c'est intéressant, le concept de crossplayer sur papier c'est cool, ça donne du challenge, ça donne de la difficulté. L'objectif d'Arkane est de créer une expérience hybride qui allie la dynamique des jeux solo et multijoueurs. Victor Antonov, l'ex-directeur artistique de Half-Life 2, a même rejoint l'équipe pendant le développement, donc tout semble sur de bonnes rails. Ouais, malheureusement, et malgré l'implication de Valve, notamment pour le moteur source, le projet rencontre plusieurs obstacles. Des problèmes d'optimisation pour la PlayStation 3, des négociations difficiles avec les éditeurs, et un manque de financement surtout, ouais, parce que ce concept de crossplayer est assez chiant à mettre en place. Les mois passent et les années, et après plusieurs discussions infructueuses, Arkane décide de mettre fin au développement du jeu. Le jeu, il est annulé, il verra jamais le jour. Tout ce qu'on a, c'est le trailer et quelques images. Et bien que The Crossing n'ait jamais vu le jour, ça a quand même permis à Arkane Studio de se faire connaître et de dégoter d'autres contrats, notamment ceux de Dishonored. Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, c'est probablement l'une des pièces de théâtre les plus populaires et connues du monde. Écrite par Shakespeare en 1597, elle a eu le droit à pas mal d'adaptations, que ça soit à Broadway, au cinéma ou dans cette putain de comédie musicale. Mais est-ce que vous saviez que la potentielle première adaptation cinématographique de cette œuvre, elle est française? Eh oui! Réalisé en 1900 par Clément Maurice, donc ça commence à dater, cette version du film met en vedette Emilio Cosira, qui chante une aria de ténor de l'opéra Roméo et Juliette de Charles Gounod. Le film, il est produit par Phono Cinéma Théâtre, à l'époque, une entreprise qui présente l'un des premiers systèmes de films sonores synchronisés lors de l'exposition universelle de Paris, en 1900.
Il fait ainsi partie des premiers films à utiliser cette technique. Le son est enregistré à l'origine à l'aide d'un lyorétographe sur un cylindre en cellophane, puis joué en même temps que les acteurs filmés en synchronisation labiale avec l'enregistrement. Le projectionniste, lui, il devait ajuster la vitesse du projecteur manuellement pour tenter de correspondre au rythme de la lecture du son. Une autre adaptation de Shakespeare qui figurait aussi dans cette exposition, c'était le duel d'Hamlet, la première adaptation cinématographique de la pièce d'ailleurs. Un autre film notable de cette période est l'adaptation de la pièce Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, également réalisée par Clément Maurice. Ça, c'est le pitch global, y a rien de fou, c'est encore un énième film qui a fini par disparaître au cours du temps, mais attendez, il y a un peu plus à l'histoire que l'histoire elle-même. Alors que j'étais en train de continuer mes recherches, je suis tombée sur la page IMDb du film, et j'ai été étonnée de voir que le film il était noté 5,2 sur 10, un score plutôt moyen, mais comment les gens ils ont pu faire pour regarder le film si le film est censé avoir disparu? À l'époque, les films du Phono Cinéma Théâtre ont reçu des critiques positives, et après la fermeture de l'exposition de Paris, les films ont été projetés lors d'une tournée réussie en Europe en 1902, et elles seront redécouvertes des années plus tard, en 1930. Plusieurs d'entre eux, ainsi que leurs éléments sonores, furent refotographiés et compilés dans le film Cinéma Parlant 1900 d'ailleurs. Bien que beaucoup de ces films soient perdus donc, Roméo et Juliette a réussi à être retrouvé en 1961 et a récemment été restauré par la Cinémathèque française entre 2010 et 2012, d'après un des commentaires d'un utilisateur. On apprend par la même occasion que le ténor qui apparaît dans Roméo et Juliette n'est pas italien, mais français. Son vrai nom c'est Émile Coussival, mais il utilisait un nom de scène pour ses représentations. Codex de Paris. Ok, pour comprendre ce que c'est que le Codex de Paris, il va falloir que je vous explique 2-3 trucs vraiment pas compliqués. Un codex, c'est un ancien livre manuscrit, généralement composé de feuilles de parchemin ou de papier, reliées ensemble et écrites à la main. Ce format remplace les rouleaux de papyrus et devient la norme pour les livres au cours du Moyen-Âge, surtout en Occident. Contrairement aux rouleaux qui étaient souvent longs et difficiles à manipuler, le codex permet une lecture plus pratique et une conservation plus durable des textes. C'est littéralement l'ancêtre de nos livres modernes, quoi. Le codex apparaît vers le 1er siècle de notre ère, probablement dans l'Empire romain, on n'est pas trop sûr. Avant ça, les écrits étaient principalement conservés sous forme de rouleaux de papyrus, comme dit précédemment, mais à mesure que la demande pour des supports plus pratiques se fait sentir, le codex se développe. Parce que oui, le papyrus c'est sympa, mais c'est encombrant, pas pratique, et surtout c'est hyper délicat à manipuler. L'écriture, elle est alors réalisée sur des feuilles de parchemin ou de vélin, ce qui rend les codex bien plus résistants et durables que des rouleaux fragiles. Au Moyen-Âge, les moines copistes des monastères, oui, c'est un vrai métier, et d'ailleurs, heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils vont tout à la main. Des milliers et de milliers de textes anciens, des livres religieux et même des œuvres littéraires, ainsi que des enluminures et des miniatures. Durant les siècles, les codex ont survécu à travers des découvertes archéologiques et des bibliothèques anciennes. Les codex sont cruciaux pour l'histoire de la civilisation occidentale, car ils contiennent des textes qui autrement auraient pu être perdus. Par exemple, le codex Sinaiticus et le codex Vaticanus, deux des plus anciens manuscrits complets de la Bible, ont été découverts au 19e siècle et sont des trésors inestimables pour l'histoire du christianisme. De plus, les codex mayas, rédigés sur du papier d'écorce, ont également été découverts. Ces codex sont précieux non seulement pour les textes qu'ils contiennent, mais aussi pour les peintures et illustrations qu'ils présentent, donnant un aperçu rare de la culture et de la science de l'époque. Et donc ce fameux codex de Paris, c'est quoi? Le codex de Paris fait référence à un manuscrit spécifique, mais il y a quelques éléments importants à noter à propos de celui-ci. Il s'agit d'un exemple de codex maya qui aurait été retrouvé en 1880, actuellement conservé à la Bibliothèque nationale de France, qui se trouve à Paris. D'où son nom, Codex de Paris. Ouais, bien joué. Ce codex est particulièrement important car il est l'un des seuls manuscrits mayas précolombiens encore existants. Il contient des informations astronomiques détaillées, comme des calculs sur les cycles des planètes, particulièrement Vénus, et des observations liées aux rituels religieux mayas. On ignore précisément comment le codex a quitté l'Amérique centrale, mais il a probablement été rapporté en Europe par des missionnaires ou des colons espagnols, après la conquête des territoires mayas au XVIe siècle. Ce que l'on sait, c'est qu'il a été retrouvé au 19e siècle, du coup, dans les archives de la BNF, où il était resté oublié pendant des années, avant que l'archéologue et mayaniste Léon de Rosny ait crédité de sa redécouverte en 1859. Il fait partie des 4 codex mayas connus aujourd'hui, aux côtés du codex de Dresde, du codex de Madrid et du codex Grolier, aussi appelé codex maya du Mexique. Saint Francis.
Depuis les années 1930, l'Europe est agitée par l'expansionnisme de l'Allemagne nazie sous Hitler, l'annexion de l'Autriche en 1938 et les revendications allemandes sur les Sudètes, suivies de l'annexion de la Tchécoslovaquie en mars 1939. Comme dit dans la première partie de l'iceberg, cette période c'était vraiment la merde. À ce moment-là, le pays est dirigé par le président Albert Lebrun et le gouvernement Daladier qui tente de renforcer l'armée tout en maintenant une politique de prudence envers l'Allemagne. On est en février. Les autorités françaises accueillent un afflux massif de réfugiés espagnols, conséquence de la chute de Barcelone pendant la guerre civile. Environ 450 000 réfugiés franchissent la frontière lors de la retirada, fuyant les troupes franquistes. Ces réfugiés sont internés dans des camps de fortune dans le sud de la France, comme à Argelès-sur-Mer et à Rivesaltes, dans des conditions très difficiles et inhumaines. En avril, la France et le Royaume-Uni signent des accords garantissant l'intégrité territoriale de la Pologne. Cette décision est une tentative de dissuader Hitler de poursuivre son expansion. Spoiler, ça a pas trop fonctionné. Mai 1939, mobilisation économique et militaire, la France commence à réorganiser son industrie pour préparer une éventuelle guerre, et c'est en août que les choses vont prendre un tout autre tournant, quand l'Allemagne nazie et l'URSS signent le pacte germano-soviétique, incluant une clause secrète de partage de la Pologne et des Pays-Bas. Cette alliance, elle surprend la France et les autres démocraties qui espéraient une coopération avec l'URSS. Françaises et Français, nous faisons la guerre parce qu'on nous l'a imposée. Sur le sol de France, sur cette terre de liberté, où le respect de la dignité humaine trouve un de ses derniers refuges, vous associerez tous vos efforts pour le salut de la patrie. Vive la France! On est le 1er septembre. L'Allemagne envahit la Pologne, la France et le Royaume-Uni exigent son retrait immédiat. Pas de bol, monsieur le moustachu n'est pas trop du genre à abandonner. Et 2 jours plus tard... Peu après 17h, les Français apprennent que leur pays vient de déclarer la guerre à l'Allemagne d'Adolf Hitler. À 17h, la France déclare officiellement la guerre à l'Allemagne, après l'expiration de son ultimatum. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale en France. La population française est en état de choc. Après l'hécatombe de la Première Guerre mondiale, beaucoup espéraient éviter le conflit. D'ailleurs, il y a une anecdote assez cocasse concernant le début de la Seconde Guerre mondiale. Si beaucoup ont dans l'imaginaire collectif une sorte d'explosion quasi instantanée de la guerre, en fait, la réalité, elle était bien différente. Bien que la guerre soit déclarée, il y a eu très peu de combats entre septembre 1939 et mai 1940. Ce phénomène, il est connu sous le nom de drôle de guerre, et en fait, il est archi explicable par le fait que la France se retire derrière la ligne Maginot, c'est un système de fortification au niveau de la frontière allemande, et que les troupes alliées, elles sont sous-équipées, et elles se préparent à un long conflit, et du coup ils ont un peu du mal à engager le combat, ce qui fait que chacun campe un peu dans ses positions et essaye d'anticiper ce que l'autre va faire. Cette période de flottement un peu, elle a vu naître de nombreuses campagnes de propagande pour mobiliser les citoyens contre la menace. Des campagnes encourageant le rationnement, les dons et les recrutements militaires notamment. Malgré les tensions, des œuvres culturelles continuent de voir le jour. Des écrivains comme Jean-Paul Sartre, publie Le Mur en 1939, s'interrogent sur la liberté et les responsabilités individuelles face au contexte actuel. Et au milieu de tout ça, t'as un mec, un certain Bertolt Bartosch, qui bosse depuis 1933 sur un film d'animation profondément anti-guerre, sûrement touché par les horreurs dont il a été témoin des années auparavant, et qui finira par publier en 1939. Le film s'inspire de la vie de saint François d'Assise, l'un des saints les plus vénérés du christianisme et le fondateur de l'ordre franciscain. Mais attention, il ne s'agit pas d'une œuvre de propagande. Alors, très peu d'informations précises subsistent sur saint François, on n'est même pas sûr à 100% que le film soit en couleur, il y a des gens qui parlent plutôt de noir et blanc, et lui, pour le coup, il y a vraiment 0 chance qu'on le retrouve. Tout simplement parce que quand les nazis ont envahi Paris en 1940, le film il était encore au stade de montage. Et que bien qu'il ait déposé des éléments du film à la Cinémathèque française, le négatif original a été détruit pendant l'occupation. Quelques images fixes ont survécu cependant, et elles sont extrêmement rares, et ne sont juste pas accessibles en ligne. Le film est aujourd'hui considéré comme une œuvre perdue, victime des ravages de la Seconde Guerre mondiale. Il demeure un témoignage de la vision artistique unique de Bartosz, connu pour ses expérimentations novatrices dans l'animation. Tulip Hysteria Coordinating.
En 1917, alors que New York s'apprête à accueillir la First Annual Exhibition of the Society of Independent Artists, une rumeur étrange circule. Marcel Duchamp travaillerait sur une œuvre cubiste intitulée Tulip Hysteria Coordinating. Ce tableau, aux allures provocantes rien que par son nom, était supposé être exposé à cet événement majeur rassemblant plus de 1200 artistes et 2000 œuvres. Mais une fois l'exposition lancée, aucune trace des fameuses tulipes hystériques. La peinture n'est ni exposée, ni mentionnée dans le catalogue officiel. Alors, que s'est-il passé? Ok, tout d'abord, c'est qui Marcel Duchamp? Marcel Duchamp, c'est l'un des artistes les plus influents du XXe siècle, peintre, sculpteur et provocateur intellectuel. Il est originaire de Blainville-Crevon, en France, et souvent associé au mouvement Dada et au surréalisme, mais son impact dépasse largement ces étiquettes. Il est surtout connu pour être le créateur du concept ready-made, des objets du quotidien transformés en œuvres d'art simplement par leur recontextualisation. Plus célèbre d'entre eux est Fontaine, un urinoir signé Herbout. Avec cet objet, Duchamp remet en question les conventions artistiques. Qu'est-ce qui fait d'un objet une œuvre d'art? Est-ce l'intention de l'artiste ou l'acte de reconnaissance par le public? C'est le regardeur qui fait le tableau. Pour Duchamp, l'art ne réside pas seulement dans l'objet, mais dans l'interaction entre l'œuvre et celui qui la regarde. Faire une chose qui ne soit pas faite par les mains du peintre, qui soit faite simplement comme le résultat, qui soit considérée seulement comme le résultat de son choix, dans une chose toute faite, comme le ready-made, n'est-ce pas? Revenons sur cette histoire de tulipe. Duchamp, qui faisait partie du comité organisateur, aurait délibérément diffusé cette rumeur. Certains pensent qu'il n'a jamais réellement prévu de peindre cette œuvre. Pourquoi? Parce qu'il avait un plan bien plus audacieux. Défier les règles de l'art avec Fontaine. Quand Duchamp soumet cette pièce à l'exposition, elle est immédiatement rejetée par le comité. Malgré la promesse d'une exposition sans jury, considérée comme non artistique, Fontaine est cachée au public. En réponse, Duchamp démissionne du comité et décide de ne jamais soumettre Tulip Hysteria Coordinating. Est-ce que c'est un acte de protestation ou un simple coup de théâtre destiné à marquer les esprits? Bah je sais pas trop, mais en même temps c'est un urinoir à l'envers quoi. Enfin, je juge pas, hein. Enfin ça dépend des sensibilités, s'il vous plaît, me défoncez pas. La rumeur autour de Tulip Hysteria Coordinating semble avoir été savamment orchestrée pour brouiller les pistes. Duchamp voulait peut-être ridiculiser le cubisme, ou simplement détourner l'attention vers son urinoir. Une journaliste de l'époque a même décrit les tulipes hystériques comme des taches de couleurs délirantes, prouvant à quel point l'idée de l'œuvre avait captivé l'imagination collective, malgré son absence totale. Le mec, il a réussi à nourrir un fantasme et un imaginaire à partir de rien. Genre vraiment, cette entrée, on n'a rien. Tulip Hysteria, on sait même pas si on peut vraiment dire que c'est un lost media parce que il y a zéro preuve en fait. Il n'y a pas de preuve matérielle et il y a tellement une légende autour que aujourd'hui, il est un peu considéré comme un hoax. Au final, Tulip Hysteria Coordinating n'existe peut-être pas, mais son absence a créé un impact bien plus grand que n'importe quelle toile accrochée au mur, une œuvre invisible pour dénoncer un système rigide. C'était du pur Duchamp. L'enfer d'Henri-Georges Clouzot. Et si je vous racontais l'histoire d'un chef-d'œuvre maudit du cinéma français? En 1964, Henri-Georges Clouzot, réalisateur de Le Salaire de la peur et Diabolique, se lance dans un projet ambitieux, L'Enfer. Ce film, il devait mêler drame psychologique et expérimentation visuelle. Ça raconte la descente aux enfers d'un homme rongé par la jalousie, Marcel, et ses fantasmes déformant sa perception de la réalité. Romy Schneider et Serge Reggiani étaient les têtes d'affiche et le tournage s'annonçait révolutionnaire. Columbia Pictures avait donné à Clouzot un budget illimité, impressionné par les essais visuels mêlant art cinétique et musique électroacoustique, mais le tournage vire rapidement au chaos. Clouzot, perfectionniste jusqu'à l'extrême, exige un rythme insoutenable de 16 heures par jour. Les expérimentations complexes, comme des scènes où des couleurs étaient manipulées directement sur la pellicule, ça prend un temps de fou. Résultat, Serge Reggiani quitte le tournage, remplacé par Jean-Louis Trintignant, qui ne tournera finalement jamais une seule scène. Et c'est pas fini, le sort s'acharne, Clouzot subit un infarctus après seulement 3 semaines de tournage, stoppant net la production. Ce L'Enfer ne verra jamais le jour, laissant derrière lui 13 heures de rush et une légende cinématographique. En 1994, Claude Chabrol reprend l'idée et réalise son propre L'Enfer, cependant avec François Cluzet et Emmanuel Barthes, et en 2009, un documentaire L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot dévoile enfin les archives de ce film inachevé. La fleur de l'âge. Continuons dans le cinéma avec encore un film inachevé. En 1934, sur l'île de Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan, en Bretagne, une révolte éclate dans ce qu'on appelait alors un bagne pour enfants. Ça, c'est les établissements pénitentiaires de Belle-Île-en-Mer. Officiellement, c'est une maison d'éducation surveillée, mais en réalité, les jeunes détenus, âgés de 12 à 21 ans, ils subissent des violences physiques et psychologiques quotidiennes.
Beaucoup sont des orphelins ou des enfants coupables de vagabondage, envoyés là après avoir été déclarés sans discernement, car oui, autrefois, inscrite dans les lois françaises et dans de nombreux pays d'ailleurs, le délit de vagabondage criminalisait le fait de se déplacer sans domicile fixe, sans travail ou sans ressources visibles. Autrement dit, être pauvre et sans toit, ça pouvait suffire à t'envoyer direct en tôle. À ce moment-là, leur vie n'est faite que de punitions sévères et d'un contrôle constant. Un soir d'août 1934, tout bascule. Un surveillant frappe un jeune homme simplement parce qu'il avait mangé son fromage avant sa soupe. Cet acte de violence fait l'effet d'un déclic et déclenche aussitôt une révolte. Une centaine de jeunes se soulèvent et 55 d'entre eux parviennent à s'échapper, mais leur liberté sera de courte durée, une véritable chasse humaine s'organise sur l'île, impliquant gardiens, habitants et même des touristes, attirés par une récompense de 20 francs par fugitif capturé. Et en quelques heures, tous les jeunes seront ramenés de force à l'internat. Plus connu sous le nom de révolte des enfants du bagne de Belle-Île, cet événement relayé par la presse grâce à un journaliste, Alexis Danan, provoque un choc dans l'opinion publique. Pour la première fois, la brutalité de ces institutions est mise en lumière, les récits évoquent une discipline inhumaine, des sévices fréquents et un mépris total pour l'avenir de ces enfants. Ça marquera le début d'un mouvement pour réformer ces établissements et protéger les mineurs. En 1935, un décret dépénalisera le vagabondage des enfants, et en 1945, une nouvelle ordonnance consacrera leur droit à l'éducation. Mais cette tragédie, elle inspirera aussi l'art. Jacques Prévert, témoin de la chasse à Belle-Île, écrira le célèbre poème La chasse à l'enfant, dénonçant cette violence. Plus tard, en 1947, Marcel Carné et Prévert se lancent dans La Fleur de l'âge, un film qui devait raconter ce drame humain, mais après avoir tourné près de la moitié du film, la production s'arrêta, laissant derrière elle seulement quelques photographies de plateau. Arletty résumera plus tard « C'était fini, c'était raté. Voilà, ça arrive, même pour les plus grands projets. » Une œuvre perdue donc, mais un souvenir indélébile de ce fait divers qui a marqué l'histoire de la France et qui a permis beaucoup de changements, surtout pour les droits des enfants. Le Raptor dissident, vidéo supprimée. Ismail Ouslimani, alias le Raptor, ou anciennement le Raptor dissident, c'est un vidéaste web et polémiste français. Connu pour son style abrasif et ses positions controversées, il s'est imposé comme une figure notable, voire sulfureuse, de l'extrême droite sur YouTube et au-delà. En 2015, le Raptor fait son entrée sur YouTube avec des vidéos mêlant humour provocateur, critique politique et position climato-sceptique. Méprisable que cette terre n'ait jamais porté, se permettent chaque jour dans un entre-soi vomitif et indécent d'hypocrisie de cracher à la gueule du peuple français, qui finance pourtant presque intégralement ce triste spectacle grâce aux montagnes écrasantes d'impôts qui caractérisent la France soviétisée. Jésus est pédé. Mais enfin, ça va pas. Félicitations. Rapidement, il gagne en popularité grâce à son ton virulent contre les thèmes comme le multiculturalisme, l'immigration et le féminisme, accumulant des centaines de milliers d'abonnés. Sa communauté est séduite par son style qualifié de viriliste et antiféministe, avec des punchlines acérées et une posture délibérément hostile à la bien-pensance. La carrière du Raptor, elle est jalonnée de politique, un peu comme toutes ces têtes du Clash et d'il y a 6-7 ans quoi. Mais l'un des plus notables, c'est quand il s'en est pris à la youtubeuse Marion Séclin en 2006. Les propos du Raptor mêlant insultes et critiques déclenchent une vague de cyberharcèlement massif envers Séclin, relayé par sa communauté. La situation attire l'attention des médias et provoque la suppression de certaines vidéos par YouTube. Cette stratégie de confrontation l'amène aussi à croiser le fer avec des figures comme Alain Soral. En 2018, une querelle éclate entre les deux hommes, alimentée par des vidéos critiques et une proposition de combat en MMA, finalement avortée. Sa vidéo sur Alain Soral fut par la suite supprimée ou mise en privé et n'a pas refait surface. Mais pour le coup, ça j'avais pas trop suivi parce que querelle d'ego et de politique, tout ça, franchement, ça m'intéresse 0%. Malgré les controverses, le Raptor diversifie ses activités. Il vend des programmes de musculation et des compléments alimentaires en promouvant un mode de vie viril et axé sur le culte du corps. En mai 2023, il lance le podcast 10 000 pas, qui grimpe rapidement dans les classements Spotify à l'abri des régulations imposées à YouTube. Classé à l'extrême droite, le Raptor est souvent cité comme une figure emblématique de la fachosphère française. Ce refus des partis politiques et des institutions le place dans une mouvance plutôt radicale, où la défiance envers la démocratie s'affiche ouvertement. Quelques réuploads subsistent sur internet néanmoins, le Raptor revient à intervalles irréguliers sur la plateforme, tantôt pour détruire une partie d'internet, ou pour monologuer sur le climat pendant 1 heure tout en nous traitant de golem si on part chercher les sources dans la description. Gaspard Félix Tournachon, Nadar, photographie aérienne perdue. Alors, dans le bol des trucs stylés... Ouais, j'ai plus de papier, je peux plus faire la blague, mais ceux qui ont pas vu la partie 2, ils doivent pas comprendre. Félix Tournachon, plus connu sous le nom de Nadar, c'est une figure assez emblématique du 19e siècle, surtout en ce qui concerne la photographie. Né en 1820 à Paris, il se fait d'abord remarquer comme caricaturiste et écrivain avant de devenir un pionnier de la photographie et de l'aéronautique. Il est célèbre pour avoir été le premier à réaliser une photographie aérienne en 1858 depuis un ballon.
Ces photos aériennes de la place de l'Étoile à Paris sont les seuls clichés aériens qui ont pu être conservés de Nadar. Je sais pas vous, mais personnellement, ces photos me fascinent. Des bâtiments haussmanniens aux rues vides et aux ronds-points étonnamment calmes de l'Étoile, ça dégage une ambiance. Cette innovation, elle marque le début d'une nouvelle ère pour l'observation et la représentation du monde. Nadar est aussi un précurseur en photographie souterraine, utilisant la lumière artificielle pour immortaliser les catacombes et les égouts de Paris. Il a également joué un rôle dans l'histoire de l'art, notamment en louant son studio parisien pour la première exposition des impressionnistes en 1874. Outre ses exploits photographiques, il se passionne pour les ballons dirigeables. En 1863, il construit le Géant, un ballon spectaculaire équipé d'une nacelle à 2 étages. Malgré son ambition, les vols ne se passent pas toujours comme prévu, renforçant toutefois sa réputation d'aventurier audacieux. Il est très peu probable que d'autres clichés refassent surface un jour, dû à l'ancienneté des clichés et de l'aspect incertain de leur existence, mais ce dont on peut être sûr, c'est que Nadar était pas seulement un photographe, mais un véritable explorateur des limites artistiques, techniques et géographiques de son époque, ayant contribué à élever la photographie à la hauteur d'un art à part entière. Godzilla Wisdom Comes, démo couverture d'album de haute qualité. Gojira, on en avait déjà parlé dans l'Iceberg partie 2, donc je vais pas vous réexpliquer qui c'est, d'autant plus que je pense que la plupart d'entre vous commencez à connaître. Wisdom Comes, c'est la 4e démo du groupe Gojira, donc Alexandre Cornillon, l'ancien bassiste ayant quitté le groupe, il est remplacé par Jean-Michel Labadie, qui restera dans le groupe, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'infos qui subsistent sur cet album, d'interviews ou d'informations sur la production. On sait qu'il est sorti en 2000, dernière démo avant l'arrivée de Terra Incognita, et elle marque un tournant dans la carrière de Gojira. Avec 7 morceaux pour une durée d'environ 30 minutes, elle s'impose comme un laboratoire sonore où le groupe forge son identité entre death metal classique et leur style unique, le death'rai metal. Cette démo représente la fin de l'ère amateur du groupe, c'est une étape cruciale où Gojira passe du death metal brut à une identité plus affirmée, laissant entrevoir l'avenir prometteur du groupe qui allait redéfinir le genre. Et pendant plusieurs années, la seule image disponible qu'on avait sur internet de la cover de l'album, c'était ça. Ouais, c'est moche, ultra pixelisé en plus. La cover de l'album, sans trop de surprise, a été postée très récemment d'ailleurs sur le subreddit Gojira il y a 3 mois. Comment t'as trouvé ça? Je croyais que c'était un Lost Media. Encore aujourd'hui, personne ne sait comment l'original poster a réussi à se procurer une version de haute qualité de cet album. Justice for All 2013. Au lieu de faire 2 publications séparées, je vais en faire une seule pour aller droit au but. Il y a 2 morceaux de Medial et Justice que j'aimerais vraiment trouver. Malgré tous mes efforts, je n'ai pu confirmer que leur existence, et c'est pour ça que je fais appel à vous. Peut-être que quelqu'un ici a des pistes ou même des éléments que je recherche. Ce post créé par un utilisateur du subreddit Justice Music, il est passé un peu inaperçu, bien qu'il a pu mettre en lumière encore de Lost Media lié à notre fameux duo électro parisien. Alors, dans un premier temps, on va se concentrer sur la première partie du post. Le premier est le Justice for All, live documentary, qui apparemment consistait en un concert complet de la tournée AAA, précédé d'une interview des membres du groupe. Il a été diffusé sur MTV Pulse fin 2012, et une personne bienveillante l'a uploadé sur YouTube vers 2013, mais la vidéo a depuis été supprimée. Pas mal d'updates seront appliqués à ce post, comme quand l'OP a réussi à rentrer en contact avec la personne qui aurait créé le documentaire et filmé les scènes live du duo, mais surtout ses désillusions, quand celui-ci lui a répondu ne pas avoir gardé d'archives du fameux documentaire, compliquant encore plus les recherches. Le problème de ce documentaire, c'est que concrètement, on n'a rien. Vraiment, on n'a rien. Et il y a probablement des problèmes de droit d'auteur derrière, donc c'est encore moins probable que ça refasse un jour surface. J'ai essayé à l'aide de mes connaissances de contacter le groupe, bien évidemment, vous en doutez, personne n'a répondu. Des gifs ont cependant, plus tard, été retrouvés. Les voici. La suite du post, elle traite d'un média perdu, encore plus obscur de Justice, mais on en reparlera bien plus tard dans l'iceberg. L'accident de Peter Dumbrek aux 24 heures du Mans, 1999, image à bord. The Toyota lights ablaze. Make sure the slower cars see them. Here we go. Oh my god! Oh my god! Cet accident n'est pas mortel. Je tiens à le préciser au cas où. Lors des 24 heures du Mans de 1999, un accident spectaculaire a eu lieu avec la Mercedes-Benz CLR conduite par Peter Dumbrek, un pilote écossais.
En pleine course, le véhicule est devenu incontrôlable en raison d'un défaut aérodynamique, s'élevant brusquement dans les airs avant de percuter les arbres près de la piste. Bien que l'accident ait été très violent, Dumbrake a miraculeusement survécu sans blessure grave, bien qu'il ait été inconscient après l'impact et qu'il se soit retrouvé paralysé quelques temps après. Sa voiture était une CLR, un modèle qui semblait prometteur pour la course, mais qui souffrait en fait d'un problème de stabilité aérodynamique majeur. Ce défaut se manifestait par une perte d'appui, rendant le véhicule instable, surtout lorsqu'il suivait d'autres voitures ou lorsqu'il montait une côte. Le problème avait déjà été signalé lors des qualifications, avec d'autres pilotes comme Mark Webber, qui avait également subi des retournements. D'où le côté assez impressionnant de l'accident, cette voiture qui se soulève complètement, ça fait froid dans le dos. L'accident de Dumbrake, qui a vu la voiture effectuer plusieurs tonneaux et atteindre une hauteur de presque 15 mètres, a été largement diffusé à la télévision. Cependant, bien qu'une caméra embarquée ait été installée dans la voiture, aucune image de l'incident sous cet angle n'a jamais été rendue publique. La raison reste floue, mais potentiellement évidente. L'accident, il a bien évidemment conduit à des changements importants dans les protocoles de sécurité concernant les voitures de course, pour éviter tout simplement qu'un autre de ces drames arrive encore. Cet accident reste l'un des moments les plus marquants de l'histoire du sport automobile, tout comme l'accident des 24 heures du Mans de 1955. Première du film Les aventures de Bernard et Bianca. Ok, petite entrée très rapide pour vous parler d'un film qui est très cher à mon enfance. Les aventures de Bernard et Bianca est un film d'animation réalisé par les studios Disney, sorti en 1977. Ce long métrage, il est basé sur une série de livres pour enfants, écrits par Marguerite Shaw, notamment The Rescuers et Miss Bianca. L'histoire suit deux courageuses souris, membres de la Société de Secours, une organisation internationale dédiée à venir en aide aux personnes en détresse. Le film, il a été salué pour son animation soignée, ses personnages attachants et son humour. Il s'inscrit comme un succès commercial pour Disney à une époque où le studio cherchait à renouveler son public, après des classiques des décennies précédentes. La chanson Someone's Waiting for You a même été nominée aux Oscars. Cependant, le film fut un peu éclipsé par un autre film de SF pas très connu, mais vraiment genre pas très connu. La première du film s'est déroulée en présence des créateurs et acteurs, cependant il a reçu peu de couverture médiatique en raison de la concurrence écrasante de Star Wars. Bah oui, on est en 1977, le premier film Star Wars 4, Un Nouvel Espoir sort, et avec lui, toute la hype et l'engouement autour de cet univers qui passionne petits et grands. Les images de cet événement historique sont aujourd'hui partiellement perdues, de clichés rares de cette première sont préservés et disponibles dans le bonus Les coulisses du film inclus sur le DVD, sorti en France en octobre 2002 et aux États-Unis en mai 2003. Stupéflip, Racistef. Alors, pour celui-là, j'ai eu besoin d'un peu d'aide. Et donc, j'aimerais remercier encore une fois MMV, qui m'a beaucoup aidé durant les recherches. Mais d'abord, qui est Stupéflip ? Stupéflip, c'est un groupe français fondé en 2000, connu pour son style unique, mélangeant rap, le rock, le punk, l'électro, et même une esthétique DIY assez décalée. Le groupe, il se distingue par son univers absurde, mystérieux et subversif, souvent qualifié d'ovni musical, il n'y a rien qu'à voir les pochettes d'albums. Il est composé principalement de King Ju, son fondateur et principal compositeur, accompagné à différentes périodes par Cadillac. Le groupe a créé une mythologie propre appelée le Crew, une sorte de secte fictive vouée à propager son message stupéfiant. Leur musique, souvent marquée par des paroles provocantes, humoristiques ou cyniques, tourne autour des thèmes comme la rébellion, le rejet des normes sociales et une fascination pour l'imaginaire absurde. Un bon groupe français comme on n'en fait plus. Mais du coup, c'est quoi Racistef ? Alors, d'après un post Reddit qui a été depuis archivé, on peut y lire « Donc, un ami et moi étions en train de discuter d'un groupe français de rap rock appelé Stupéflip. On parlait de certains commentaires sur YouTube qui étaient complètement à côté de la plaque. Et mon ami a mentionné une chanson appelée Racistef. Essentiellement, ça parle de tabasser violemment les racistes et les bigots, un peu dans le style d'Insane Clown Posse, mais en version française. On a cherché la chanson sur plusieurs plateformes, mais impossible de trouver l'audio. On est seulement tombé sur des pages avec les paroles. Pour l'instant, il semble que l'audio de la chanson soit introuvable. Cependant, on a les paroles. Si quelqu'un veut nous aider dans cette enquête, envoyez-moi un message ou laissez des suggestions ou infos dans les commentaires. Ok, donc déjà, on en sait déjà un peu plus. Les recherches qui vont suivre ont été faites par MMV, donc je vais paraphraser comme un gros cochon, mais en gros, à ce moment-là, ils ont voulu regarder sur la Wayback Machine, ils ont cherché des vieilles archives si le groupe avait pas gardé quelque chose, mais il n'y avait rien. Pourtant, c'était assez étrange parce que sur la chaîne YouTube de Stupéflip, il y avait une playlist de cette musique qui était manquante. Ils ont essayé de retrouver la musique à l'aide des multiples transcripts que le réditeur dit avoir, mais rien n'a été trouvé. À ce moment-là, ils décident de faire une autre recherche, celui des autres musiques, des transcripts inédits de Stup. Là, il retrouve une des musiques, petite curiosité, sur une mystérieuse chaîne YouTube du nom de 25 Velter 1979 qui possède d'autres contenus liés à Stup.
dans la fête, je suis pas en king jus, personne me reconnaît, normal, j'ai pas mon masque. Il est donc allé chercher plus d'infos sur Facebook, qu'il a redirigé vers un post sur un serveur Minecraft, oui on parle toujours de Stupéflip, donc un post sur un serveur Minecraft qui était en lien avec la chaîne Welter 1979 qui avait posté du contenu dessus. Cette chaîne est bien la chaîne secondaire de Stupéflip. En continuant les recherches, rien de concluant sur Racistef, malgré plusieurs découvertes intéressantes, des morceaux inédits, etc., pas la moindre trace de Racistef. Après quelques désillusions, il finit par avoir la bonne idée, faire une recherche en mettant des bandes temporelles, et il finit par tomber sur une musique assez intrigante sur SoundCloud. Racistef, Stupéflip. Posté par un certain Lord Marcel Pichard. Mais c'est qui ce Pichard du coup? Bah on sait pas, et il est là le problème. Quand on écoute la version Racistef de SoundCloud, effectivement c'est assez troublant, le mec ressemble beaucoup à King Ju, mais en même temps... c'est pas tout à fait ça, on n'est pas 100% sûr que c'est legit, peut-être que c'est juste une création de fan quoi. Il va se tourner vers une autre musique postée par ce compte, King Jasser, dont les paroles sont... Il recherche le titre de la musique sur Google et bingo, les transcripts de paroles officiels. Et là, accrochez-vous bien parce que ça part un peu loin. Ils ont retrouvé la version longue de King Jasser, parce que oui, celle du SoundCloud, du coup, c'était une version courte. Ils ont retrouvé cette version longue dans une vieille vidéo obscure d'un set de Stupéflip qu'ils avaient organisé pour le Bougnat Sound Festival, posté par un mec qui s'appelle Dr Vince, un DJ qui a travaillé avec Stupéflip. Qui date de 2023 à Clermont-Ferrand. C'est complètement improbable, mais effectivement, quand on compare les deux musiques, surtout la voix du chanteur, ça colle. Du coup, je résume, grâce à cette vidéo, on peut en déduire que la version SoundCloud est une version studio d'une musique courte basée sur une version longue diffusée dans un random festival de Clermont-Ferrand. Et que donc ce fameux Lord Marcel Pichard est probablement legit, peut-être un collaborateur des Stup, diffusant discrètement des démos et des versions studio sous un pseudonyme. Bon, les eaux profondes c'est fait. C'était un gros morceau, j'espère que vous avez réussi à suivre. On va tout de suite continuer notre descente vers des endroits plus obscurs. Bienvenue dans les abysses. Dibou, la famille du Toon. Commençons notre aventure dans ces lieux inconnus avec un doublage mystérieux dont même l'existence ne peut être confirmée. Mi familia es un dibujo, ou Ma famille est un dessin, c'est une telenovela argentine unique, diffusée entre 1996 et 1998 sur Téléfé. Ce mélange inédit de prises de vue réelles et d'animation raconte l'histoire d'une famille ordinaire bouleversée par un événement extraordinaire. Marcela, enceinte de son compagnon, donne naissance à un garçon animé nommé Dibou. ¡Cuánta bandera! ¿Nunca vieron un dibujo animado? Ça se trouve, tu ronfles dans le micro et je le sais pas. Du coup, genre, les gens, ils vont avoir un ASMR de ronflement. Attends. De ronronnement. T'es... Vraiment, Roxy. Ok. La série explore la dynamique d'une famille recomposée multigénérationnelle face à cette naissance improbable. Dibou, bien qu'animé, vit des expériences et ressent des émotions comme un véritable enfant, mais sa condition spéciale oblige la famille à le cacher du monde extérieur, ajoutant une dose de suspense à cette comédie. Même si nous, en Europe, on n'a pas entendu trop parler, en Argentine, ça a été un véritable événement. Mi familia es un dibujo, c'est une bande originale composée par Chris Morena, devenue best-seller, 3 films à succès entre 1997 et 2002. La série a même inspiré le surnom du gardien de football argentin Emilio Martinez, connu sous le nom de Dibou, qui cependant verra son influence s'arrêter brutalement quand la série se voit s'arrêter à la 3e saison. Elle marquera la première telenovela à ajouter des personnages fictifs avec des acteurs prises de vue réelles. Dibou, la famille du Toon, c'est un prétendu doublage français inexistant de la série. Il y a quelques temps, il y a un mec qui a rajouté sur le Wikipédia et sur le site Dubbing Fan Wikia que Mi familia es un dibujo aurait un doublage français qui aurait été enregistré mais jamais diffusé. Et après de nombreuses recherches, on a pu déterminer que cette affirmation était sans fondement. C'est un cas surtout connu dans le monde hispanophone, ce qui explique pourquoi on trouve très peu d'informations à ce sujet. D'ailleurs, une youtubeuse du nom de Marie Skunk en avait parlé dans une vidéo de la dite série. Même si ce cas est considéré comme non réel, des personnes continuent de penser qu'un dub français existe, peut-être qu'il sera retrouvé comme on a retrouvé des dessins animés très obscurs que tout le monde pensait fake, qui en réalité ne l'étaient pas. Portrait photographique de Louis Daguerre.
Alors, dans le bol des trucs... Non, c'est la meuf force. Alors, Louis Daguerre, c'est un nom assez important dans l'histoire de la photographie. Il est artiste, inventeur et visionnaire, mais il est surtout à l'origine d'une invention qui a changé notre façon de capturer le monde, le daguerréotype. De son vrai nom, Louis-Jacques Mandé Daguerre, et dès son plus jeune âge, il se passionne à l'art. Devient peintre et décorateur de théâtre, spécialisé dans les panoramas et les illusions visuelles. C'est dans ce contexte qu'il développe un intérêt pour les techniques permettant de reproduire fidèlement la lumière et l'image. Avant de révolutionner la photographie, Daguerre se fera connaître avec diorama, une forme de spectacle visuel qu'il a inventé en 1822. Dans les années 1820, Daguerre s'intéresse aux travaux de Nicéphore Niépcé, un inventeur qui avait réussi à fixer des images grâce à une méthode appelée héliographie, dont on avait parlé dans la première partie de l'iceberg d'ailleurs. Après la mort de Niépcé en 1803, Daguerre poursuit leur recherche commune et finit par perfectionner le processus en 1839, le daguerréotype est né. Le daguerréotype est un procédé photographique qui utilise une plaque de cuivre couverte d'argent, exposée à la lumière et développée avec des vapeurs de mercure. Il permet de capturer des images avec un niveau de détail époustouflant pour l'époque. Cette invention marque le début de la photographie moderne. En 1839, Daguerre présente officiellement son procédé à l'Académie des sciences et aux beaux-arts. La France, consciente de l'importance de cette innovation, achète le brevet et offre l'invention en cadeau au monde. Qu'on est généreux quand même. Et effectivement, le daguerréotype connaît un succès fulgurant, devenant la première méthode de photographie accessible au grand public. Il révolutionne les arts, les sciences et la documentation historique. Des portraits, des paysages et des monuments sont immortalisés pour la première fois avec une précision inégalée. Ok, maintenant que vous connaissez à peu près le bonhomme, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Et si tout premier portrait photographique de l'histoire était entouré de controverses? Une plaque de métal portant l'inscription Monsieur Huet et la signature de Daguerre refait surface en 1998. Provoquant un débat chez les inventeurs, sommes-nous là face à la première image photographique d'un être humain? Louis Daguerre, il a cherché toute sa vie à faire des tests photographiques, y compris sur le portrait. Ce fameux Monsieur Huet, en 1837, ça pourrait être le fruit de ses essais précoces. Mais du coup, pourquoi Daguerre ne l'a jamais revendiqué? La réponse, elle réside en partie dans le contexte de l'époque. À ce moment-là, Daguerre peaufine sa technique, mais les limites techniques rendent la réalisation d'un portrait assez délicat. L'image de Monsieur Huet est sous-exposée et manque de netteté. Pour Daguerre, l'objectif n'était pas tant de produire un portrait parfait, mais de montrer que son procédé pouvait capturer les images. Mais du coup, c'est qui ce Monsieur Huet? Constant Huet, l'homme supposé sur la plaque, c'est un graveur parisien issu d'une famille d'artistes liés au Muséum d'Histoire Naturelle. C'est dans les galeries du muséum, à l'aube, que Daguerre aurait réalisé ce portrait d'ailleurs, grâce à l'aide clandestine de Huet. Les deux hommes auraient également collaboré pour photographier des fossiles, une autre prouesse technique pour l'époque. Mais cette collaboration a vite tourné au conflit. En 1839, après l'incendie du diorama de Daguerre, les relations entre les deux hommes se dégradent. Constant Huet, fervent socialiste, publie même une caricature moqueuse de Daguerre, accusant son invention de menacer le métier de graveur. Daguerre, de son côté, choisit une autre voie. Soutenu par le scientifique François Arago, il vend son procédé à l'État français, comme dit auparavant, obtenant une rente annuelle. Cette stratégie lui garantit un succès financier et une reconnaissance officielle, mais l'oblige à une extrême prudence. Associer son invention à un homme comme Huet, dont les idées politiques pourraient déplaire aux autorités, c'est risqué. Ainsi, le portrait de Monsieur Huet reste dans l'ombre, perçu comme un simple test technique. Aujourd'hui, ce daguerréotype, propriété de la maison Pierre Berger, est bien plus qu'une image, c'est une pièce à conviction, le témoin d'un moment clé dans l'histoire de la photographie, entre la vision d'un inventeur cherchant à industrialiser l'image et celle d'un graveur défendant l'artisanat. Ce portrait incarne le choc de ces deux mondes. Dans cette controverse, une certitude demeure. Ce jour-là, en 1837, Louis Daguerre a capturé bien plus qu'un visage, il a ouvert la voie à une révolution visuelle, donnant naissance à une culture de l'image qui est encore la nôtre. Georges Rignoux et Augustin Fournier, 1909, émission télévisée. Avant de devenir un élément essentiel de tout foyer dans le monde, un moyen de divertissement, d'information, de relaxation, la télévision, telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est le fruit de nombreuses innovations techniques et scientifiques ayant émergé à la fin du 19e siècle et au début du 20e. L'idée de transmettre des images à distance fascine des inventeurs qui cherchent à combiner des technologies naissantes de l'époque comme l'électricité, l'optique et la télégraphie pour accomplir cet exploit. Et c'est dans ce contexte que Georges Rignoux et Augustin Fournier, deux ingénieurs français, vont réaliser une avancée majeure dans les années 1900 qui va révolutionner ce milieu, encore balbutiant. Ok, on est en 1906, Rignoux et Fournier présentent pour la première fois un système capable de transmettre des images fixes à distance. Leur dispositif repose sur une approche mécanique, utilisant des technologies primitives mais assez ingénieuses. Alors comment ça marche? Écoutez, c'est très simple, leur invention et elle fonctionne grâce à un système de balayage mécanique qui décompose une image en une série de points. Ces points sont ensuite transmis via un signal électrique et recomposés à l'autre bout pour recréer l'image. Le dispositif comporte notamment des miroirs oscillants, un élément clé pour capter et retransmettre des images de faible résolution.
Bien que limité en résolution, donc quelques dizaines de lignes seulement contre des résolutions 4K grâce à nos télés modernes, ce procédé il a posé les bases fondamentales de la télévision en introduisant l'idée de diviser une image pour la transmettre et la reconstruire à distance. Donc très grossièrement, à l'aide de miroirs qui divisent une image en points lumineux et en la scannant ligne par ligne, une fois scannée, chaque ligne devient des signaux électriques qui sont ensuite envoyés via fil conducteur jusqu'à récepteur. Boum, la télévision vient d'être inventée. Enfin, pas tout à fait, ça reste un prototype, cette technique ne permet pas de diffuser des images en mouvement, mais seulement des images fixes. Surtout que l'invention de la télévision, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut attribuer à une ou deux personnes, c'est véritablement le travail de dizaines et de dizaines de scientifiques et de chercheurs dans le monde. Leur approche a influencé d'autres inventeurs comme Lipkow, qui a introduit en 1884 un disque de balayage rotatif, et Baird, qui a perfectionné la télévision mécanique dans les années 1920. À l'époque de Renew et Fournier, les technologies nécessaires pour transformer leur concept en système viable à grande échelle n'étaient pas encore disponibles. Je le rappelle, on est en 1909. L'arrivée des tubes cathodiques dans les années 1930 permettra de passer de la télévision mécanique à la télévision électronique, bien plus performante, ce qui permettra son expansion dans les foyers. Aujourd'hui, ces fameuses images diffusées par cet ancêtre de la télévision sont aujourd'hui des supposés lost media, pour des raisons évidentes, et Dieu sait combien de médias sont complètement perdus des débuts de la télé française. Guerre-cœur. Laissez-moi vous parler de l'histoire fascinante de l'opéra Guerre-cœur, une œuvre extraordinaire tombée dans l'oubli, puis ressuscitée grâce à des passionnés, marquée par une tragédie personnelle et historique. Installez-vous, je vais tout vous raconter. Alors, Albéric Magnard, compositeur français post-romantique, écrit Guerre-cœur, son deuxième opéra entre 1897 et 1901. C'est une œuvre ambitieuse, portée par un livret qu'il rédige lui-même. L'histoire, c'est une réflexion philosophique sur la trahison, la désillusion et la quête de vérité, tout dans un style influencé par Wagner, avec des thèmes puissants comme la laïcité et l'humanisme. Pourtant, malgré son immense travail, Magnard ne verra jamais son œuvre représentée intégralement de son vivant, l'opéra comique hésite, les directeurs de théâtre reculent, et seul le public des concerts saluera des extraits de cet opéra grandiose. Mais en 1914, la vie de Magnard bascule. Alors que les troupes allemandes envahissent sa propriété à Baron, il défend seul sa maison, tirant sur les soldats. En représailles, les Allemands mettront le feu à son manoir, où il mourra dans les flammes. Ce drame, il va non seulement emporter Magnard, mais il va aussi emporter une grande partie de son travail, notamment les partitions orchestrales des actes 1 et 3 de Guerre-cœur. Heureusement pour nous, le deuxième acte était conservé ailleurs, donc il a échappé aux flammes, et une réduction piano-chant éditée en 1904 permet de préserver une partie de l'œuvre. Mais c'est pas fini. Après la mort de Magnard, son ami Guy Repartz entreprend un travail titanesque. Reconstituer l'orchestration des actes perdus, s'appuyant sur la réduction pour piano et sa propre mémoire. Et c'est en 1931, presque 2 décennies après la disparition de Magnard, que Guerre-cœur est enfin joué dans son intégralité à l'Opéra de Paris. L'émotion est palpable, le public est conquis, et l'opéra reste à l'affiche pour 11 représentations, avant de retomber dans l'oubli. Depuis, Guerre-cœur refait surface sporadiquement. En 1986, Michel Plasson, chef d'orchestre, l'enregistre avec José Van Damme dans le rôle type. Rien à voir avec Jean-Claude Van Damme. En 2019, il est joué au Theater Osnabrück en Allemagne. Est-ce que ça se voit que j'ai fait LV2 espagnol? Et plus récemment, en 2024, une production ambitieuse de l'Opéra National du Rhin le remet à l'honneur avec Stéphane Degout en Guerre-cœur. L'histoire de Guerre-cœur est à la fois mythique et tragique, commence dans un au-delà idyllique où le héros, lassé de la perfection, veut retrouver le monde des vivants. Et sur Terre, il découvre l'infidélité de sa bien-aimée et l'ingratitude de son peuple, avant de mourir une seconde fois, trahi et déçu. Magnard n'était pas qu'un compositeur, c'était un homme profondément engagé, prêt à défendre ses idées et sa maison, ce qui aura fini par lui coûter la vie. Une partie de l'opéra reste donc perdue à jamais, bien que reconstituée partiellement. Je peux que vous conseiller de regarder cet opéra, d'ailleurs, la version 2024 existe sur Arte, c'est vraiment simple. Lien en description. Zoe-chan. Elle, c'est Zoe-chan. Comme vous pouvez le remarquer, sa chaîne YouTube ne possède aucun contenu, tant avec un total de 33 000 abonnés et une description qui précise « Salutations, je suis une artiste autodidacte, je dessine depuis toute petite, mais je me suis sérieusement mise au dessin il y a 4 ans en dessinant une fois par jour. Ayant un niveau plus ou moins correct, j'ai créé cette chaîne dans le but de vous montrer mon évolution et que vous progressiez en même temps que moi. Je promets de faire tout mon possible pour vous motiver à dessiner et reprendre goût au dessin. Le rythme de parution des vidéos est très irrégulière, donc ne vous en faites pas si je disparais pendant plusieurs mois. Si vous avez une suggestion, une remarque, une critique, n'hésitez pas, je lirai votre commentaire. Je suis ouverte à tout type de commentaires tant que c'est constructif. On s'attend à avoir une chaîne remplie de dessins en tout genre, mais là rien. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas.
Non, plus sérieusement, Zoe-chan, c'est une youtubeuse dessin qui a supprimé l'intégralité de ses vidéos et même de ses posts, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur des sites un peu plus spécialisés dessin, un peu du jour au lendemain. Moi, cette youtubeuse, je la connaissais pas, mais durant mes recherches, il y a un truc qui m'a un peu marqué, c'est que sa communauté, elle semblait assez présente quand même, avec des viewers reproduisant même son original caractère. Mais alors, qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est pas la première fois qu'un créateur de contenu, qui était bien implanté sur la plateforme ou qui avait déjà une communauté bien présente, disparaît un peu du jour au lendemain sans laisser de traces. On avait déjà eu le cas de Envy d'ailleurs dans la deuxième partie de l'iceberg. J'ai personnellement, pendant plusieurs semaines, essayé de rentrer en contact avec elle, mais vu que son Insta est en privé et qu'elle n'a pas l'air d'avoir accepté ma demande, et que c'est un peu le seul moyen de la contacter, j'ai pas grand chose. Encore une fois, c'est grâce au GOAT MMV que j'ai réussi à avoir un peu plus d'infos, mais on est arrivé à une impasse. En fait, MMV, il a trouvé des transcripts et des médias de Zoe-chan. En fait, il a découvert vraiment pas mal de choses autour d'elle, des archives, etc. Mais là, on a eu un doute. Si Zoe-chan a supprimé l'intégralité de ses vidéos et l'intégralité de sa présence sur Internet, c'est probablement pour une bonne raison. Et c'est pas pour que De Gaulmont vienne tout déterrer du jour au lendemain et vienne l'afficher dans une vidéo sur YouTube. À un moment, d'après MMV, elle avait 50 000 abonnés et elle aurait arrêté définitivement sa chaîne en 2019, ainsi que l'entièreté de sa vie publique. De ce que MMV a réussi à trouver aussi, Zoe-chan était en année de médecine durant l'année 2019, ce qui aurait expliqué sa disparition complète des réseaux, n'ayant tout simplement plus le temps de produire du contenu. Et en supplément du confinement qui arrivera 1 an plus tard, ça n'a pas dû la motiver à se relancer. Encore une fois, avec MMV, on va pas tout dévoiler, on est au courant d'autres choses qu'on va délibérément pas dévoiler ici par respect pour sa vie privée. En tout cas, on lui souhaite que du bonheur dans sa vie et dans ses projets personnels. Les trésors cachés d'Oliver Levasseur. Quel est le point commun entre ça This is where it is. And it makes perfect sense, actually. If you're in a cartoon. No, if you're fleeing from the Royal Navy and you unload the treasure and you quickly bury it before they get to you. Ça. JB. Ouais. Si je te dis la buse, tu penses à quoi? Un oiseau. Non. Et ça. Cascade. C'est moi à la base, je suis pas cartologue, d'accord? Cartographe. Oui, en Amérique du Sud, on dit cartologue. Vous l'aurez peut-être trouvé, il s'agit de la Buse, célèbre pirate français qui a inspiré moultes œuvres de fiction. C'est même lui qui inspirera Eiichiro Oda dans son œuvre One Piece. L'histoire commence par l'exécution de Goldie Roger, le seigneur des pirates, dont les derniers mots furent pratiquement les mêmes que ceux de la Buse et feront entrer le monde dans l'ère de la piraterie. You want my treasure? You can have it. I left everything I gathered together in one place. Now you just have to find it. La Buse, de son vrai nom Oliver Levasseur, c'est un célèbre pirate français du début du XVIIIe siècle, connu pour son audace et sa violence. Il écumait les mers des Caraïbes, de l'océan Indien et de l'Afrique, pillant navires et colonies. Mais ce qui fait de lui une légende, ce n'est pas seulement sa carrière de pirate, c'est son supposé trésor, qui, selon la légende, serait l'un des plus grands jamais accumulés par un corsaire. Ah là là, les trésors de pirates, c'est vraiment un truc qui fait fantasmer des générations et des générations depuis la fin de l'âge d'or de la piraterie. Pourtant, la réalité, elle était bien différente. Le truc, c'est que les pirates, ils vivaient souvent sur le moment, ils se privaient pas d'utiliser les richesses qu'ils venaient de piller. Vous imaginez la somme astronomique que ces pirates, pauvres pour la plupart, avaient entre les mains d'un coup. Ils vont pas mettre ça sur un livret A en tout cas. L'argent servait à acheter des armes, des provisions, ou à financer leur mode de vie extravagant dans les ports où ils se réfugiaient. Il y a une autre raison aussi très très stupide, les pirates, ils vivaient pas très vieux. On est au 18e siècle, early 18e, à l'époque, la médecine, ça ressemblait à ça. La carrière d'un pirate était souvent courte et dangereuse donc, les batailles, les maladies ou la capture rendaient assez improbable l'idée de planifier l'enterrement d'un trésor pour plus tard. Cependant, c'est pas impossible. Certains récits parlent de pirates qui auraient caché leur butin dans des endroits secrets pour les protéger des attaques et des arrestations. Prenons William Kidd par exemple, on raconte que ce capitaine aurait enterré un trésor sur Gardiner's Island, au large de New York. Une partie aurait été retrouvée, mais l'ensemble reste entouré de mystères. Et comment parler de trésor sans évoquer Barbe Noire, l'un des pirates les plus connus, dont le butin serait encore caché quelque part dans le monde. En somme, si l'idée de nombreux trésors cachés est populaire, très peu de preuves solides les confirment, la plupart des trésors de pirates sont des légendes. En 1730, la Buse est capturée sur l'île Bourbon. Aujourd'hui, la Réunion, jugé pour piraterie, il est condamné à mort. Lors de son exécution la même année, il aurait jeté dans la foule un cryptogramme en prononçant cette phrase maintenant célèbre « Au trésor, à qui saura le prendre ?» Ce geste marque le début d'une légende. La Buse aurait caché un immense trésor avant son arrestation, laissant comme seule piste un mystérieux message codé. Ce cryptogramme, le voici. Ouais.
Quand on parle du trésor de la Buse, on évoque un butin assez conséquent, amassé lors du pillage du Vierge du Cap, un navire portugais transportant les richesses d'une cathédrale. Selon les récits, le trésor inclurait de l'or, des bijoux et des objets religieux d'une valeur inestimable. Le fameux cryptogramme, attribué à la Buse, il a attiré des générations de chasseurs de trésors et d'experts en cryptage. Bien qu'il soit souvent associé à des caractères alchimiques et symboles anciens, personne n'a encore réussi à le résoudre de manière concluante. Certains pensent que le cryptogramme est un faux, une légende inventée pour alimenter les rêves d'aventure, d'autres y voient un authentique code, mais dont la clé aurait été perdue à jamais. Depuis des siècles, chasseurs de trésors, historiens et passionnés explorent les îles de l'océan Indien, comme la Réunion, Madagascar et l'île Maurice, à la recherche du fameux trésor. Des fouilles ont été faites dans les années 1900 sur des sites supposés avoir abrité la Buse. Des analyses modernes ont été faites du cryptogramme avec des outils numériques linguistiques et sophistiqués, et des pièces d'or et des artefacts ont même été retrouvés, mais jamais le trésor en entier. Le truc, c'est que pour celui-là, on n'a pas vraiment de preuves tangibles que ce trésor existe. Certains documents historiques confirment que la Buse a mené des attaques fructueuses, mais l'idée d'un butin caché reste quand même assez improbable. Son trésor reste donc encore aujourd'hui caché, et peut-être qu'il n'a tout simplement jamais existé. Mais ce qui est certain, c'est que son histoire a traversé les âges, inspirant des récits, des films et des rêves d'aventure. T'inquiète pas, papy. Ton secret est bien gardé. Oh là là, princesse, t'es une princesse. Première photo de la Lune. Aujourd'hui, la Lune nous offre encore de merveilleuses opportunités photographiques. Imaginez une époque où prendre une simple photo relevait de l'exploit, où la lumière et l'ombre étaient capturées grâce à des procédés révolutionnaires. On est dans les années 1830 et la photographie est en plein essor. Bien que très rudimentaire, Louis Daguerre vient d'inventer le daguerréotype, comme dit précédemment. Selon des témoignages, il aurait capturé une image de la Lune le 2 janvier 1839, soit plus d'1 an avant le célèbre daguerréotype de John William Draper, qui 1 an plus tard. Cependant, cette image de Daguerre était floue et sans détails notables, et elle a été perdue dans un incendie assez récurrent à cette époque, qui a détruit une grande partie de son travail. Et vu que sur cette entrée, je peux pas développer plus que ça, j'ai décidé de développer sur John William Draper, parce que c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Alors, Draper, c'est un chimiste et physicien, à ce moment-là véritable passionné de la lumière, et il s'intéresse immédiatement à cette invention afin de l'améliorer. Installé sur le toit de l'université de New York, Draper s'est mis à travailler sur un projet audacieux, capturer l'image de la Lune. Ses premières tentatives au cours de l'hiver 1839-1840 étaient des turboflops, les images sont floues, sous-exposées ou simplement des taches lumineuses, mais Draper ne se décourage pas. Jusqu'à ce qu'un jour, un petit miracle se produit. On est en mars 1840, et après des mois d'essais, Draper réussit enfin à photographier la surface de la Lune. Utilisant un appareil fabriqué de toutes pièces, il capturera une image nette en exposant une plaque sensible à la lumière de la Lune pendant 20 minutes, et le 23 mars, il annonça fièrement sa réussite à la communauté scientifique de New York. Heureusement, beaucoup de ces daguerréotypes furent détruits dans un incendie de 1865, ainsi que ses notes de recherche. L'image la plus ancienne qui subsiste aujourd'hui a été redécouverte dans les années 1960, dans un grenier de l'université de New York, puis restaurée par le Smithsonian. John Draper a marqué de l'histoire, c'est sûr, même si ses photos sur la Lune passent relativement inaperçues, éclipsées par ses travaux. Non seulement il a immortalisé la Lune avec une technologie primitive, mais il a aussi ouvert la voie à l'astrophotographie moderne. Son fils Henry Draper a poursuivi cet héritage en photographiant des nébuleuses et en perfectionnant les techniques de son père. En conséquence, bien qu'il y ait eu des tentatives françaises antérieures à celles de Draper, la première photographie vraiment identifiable et détaillée de la Lune lui reste attribuée. Ainsi, il n'existe actuellement aucune photo française plus ancienne de la Lune qui ait survécu. L'enfant et la sirène. Dans les années 60, Nejat Atsamba, un réalisateur français méconnu, se lance dans un projet assez ambitieux, celui de tourner un film d'animation intégralement sous l'eau. Entre 1963 et 1965, il fait construire une maquette gigantesque sous-marine, véritable village miniature. Cette cité couvrant près de 1000 m² comporte des maisons, des commerces, un hôtel, une cathédrale et même des statues. 1000 m², c'est l'équivalent de presque 4 terrains de tennis alignés.
ou d'un Carrefour Market, ou d'un parking standard. Enfin bref, le mec est vachement déter. Le projet, censé rivaliser avec les grands studios comme Walt Disney, nécessita des années de travail et des moyens considérables. Parmi ça, 200 structures immergées, 15 tonnes de matériaux, 6 années de travail et 7000 plongées, le tout dans un cadre très complexe car oui, spoiler, filmer dans l'eau c'est pas aussi simple que de filmer sur la terre ferme, surtout dans les années 60. Et malgré ces efforts colossaux, le projet est marqué par de nombreux obstacles, dégradation des décors, faible visibilité sous-marine, et surtout, un manque cruel de financement. Personne n'y croit. Nejad Atsamba, lui, continue de croire en son rêve jusqu'à la fin des années 60. D'après des témoignages, il aurait encore cherché des financements jusqu'en 1967, mais du jour au lendemain, plus rien. Il se volatilise, laissant derrière lui que quelques photos de production et la cité sous-marine abandonnée. Encore aujourd'hui, on sait absolument pas passé ce réalisateur, il s'est vraiment volatilisé dans la nature et n'a pas donné signe de vie entre temps, et maintenant, en 2024, je pense qu'il est mort. Cette Atlantide miniature, à une profondeur de 10 à 30 mètres, est devenue un spot à plongeurs qui y visite ces vestiges fascinants, désormais habités par la faune marine. En ce qui concerne l'intrigue, on sait pas non plus, aucun scénario, aucune animation n'a survécu, tout ce qui reste ce sont des maquettes, quelques témoignages et des récits passionnés sur ce projet. Le nom de Nejad Atsamba, quant à lui, demeure oublié de l'histoire. Le rêve d'Atsamba a sombré, mais son héritage, bien qu'immergé, continue de fasciner. Une cité engloutie, une ambition titanesque et une question qui persiste. Que serait devenu l'enfant et la sirène s'il avait vu le jour? Peut-être qu'un jour cette histoire refera surface. D'ici là, elle reste un trésor perdu du cinéma. Mais avant de conclure sur cette histoire brève, laissez-moi vous lire les notes d'une connaissance d'Atsamba qui écrit ceci. Pourquoi cette photo? Je n'en ai pas d'autre, à part celle-là où Nejad est sous le sinon rouge et moi sous le sinon rose. Nous sommes tous les deux sortis de cette école avec un beau diplôme en 1949, il ne m'a pratiquement jamais servi, mais pour Nejad, c'est une autre histoire. À l'époque, nous avions tous grande admiration pour lui, car il travaillait parallèlement à ses études à un projet d'animation qui devait révolutionner le dessin animé, comme on disait alors, et faire trembler les assises de la production de Walt Disney elle-même. En 1967, je le rencontrais par hasard dans le Midi où nous passions des vacances. On ne s'était pas revus depuis 1949 et je lui donnais notre adresse à Paris. J'eus l'agréable surprise de le voir appliquer à la Scala, cette fin d'année 67, où on était passé café-théâtre. J'appris que Nejad était toujours fidèle à son projet, mais qu'il avait encore, après tant d'années, de grosses difficultés d'argent. Il resta à Paris pas mal de temps et vint régulièrement assister aux spectacles, auxquels il prenait beaucoup d'intérêt. Puis un jour, il disparut, laissant quelques photos maquettes de cette animation. Puis je ne me console pas de ce gâchis d'un talent énorme qui ne sortira plus jamais de lui. Je ne sais pas ce que Nejad est devenu, mais j'ai tenu, à ma façon, à rendre hommage à un camarade d'école pour lequel j'ai toujours gardé grande estime et pour d'admiration. Toutes les scènes d'animation furent tournées dans ces décors sous l'eau, dans la mer Égée en Grèce. L'animation des personnages, poissons ou autres objets mouvants fut réalisée en studio. Je ne sais pas ce que sont devenus ces décors et les rushs déjà tournés. Cette entrée, c'est encore un énième projet trop ambitieux, abandonné, qui aurait pu passer inaperçu si le mec n'avait pas reproduit une ville sous-marine. Donc rien que pour ça, chapeau l'artiste. Igor Œil. Igor, c'est avant tout Gauthier Serre, un multi-instrumentiste français passionné de musique depuis son plus jeune âge. Fasciné autant par Chopin que par Cannibal Corpse, il développe une oreille qui refuse de se limiter à un seul genre. Déçu par les offres musicales des radios et des majors, Gauthier décide de créer une musique qui reflète une liberté totale. Dès 2004, Igor sort son premier album démo sous son ancienne association, intitulé Œil. Cet album, bien que mystérieux et difficile à retrouver aujourd'hui, pose les bases de son style éclectique. Il enchaîne avec Poisson soluble en 2006 et Moisissure en 2008, deux projets qui attirent déjà l'attention des amateurs de musique expérimentale. Malheureusement, Œil a disparu des archives officielles, mais certains morceaux, comme Tartine de contrebasse, ont survécu dans ses projets ultérieurs. Une pièce manquante, mais fascinante, de son puzzle musical. Bien que le mystère autour de cet album est assez important, on a quand même quelques infos, notamment l'année où Igor l'a sorti, en 2004, ainsi que les titres présents. De ce que l'on sait, l'album ne plaît tout simplement pas à Igor. En 2004, c'est les débuts, son style n'était pas encore défini. C'est pas nouveau, il y a plein d'artistes dont des albums ont disparu, surtout ceux du début. Pas plus à dire sur cet album, donc on enchaîne avec La Galerie d'Henri Beauchamp. Dans les alentours de 2012, une rumeur assez étrange se diffuse dans les rues de Paris.
Si vous entrez dans ce petit bar sombre doté d'une histoire personnelle à Paris et que le bon barman est derrière le comptoir cette nuit-là, vous aurez une chance de voir une exposition exclusive des œuvres perdues d'Henri Beauchamp. Mais pour y accéder, vous devrez prouver que vous êtes dévoué à l'artiste. Alors déjà, c'est qui Henri Beauchamp? Henri Beauchamp est décrit comme un artiste du 19e siècle ou du début du 20e, on n'est pas trop sûr. Il aurait créé des œuvres assez étranges et dérangeantes avant de sombrer dans la folie ou de disparaître dans des circonstances obscures. Si vous souhaitez voir l'exposition, le barman va vous demander dans un français clair et détaché ou en anglais parfait si vous êtes étranger. À quoi aimeriez-vous prendre part en cette nuit glorieuse? À ce moment-là, vous devez répondre l'absinthe, sans vous poser de questions. La question suivante concernera la variété d'absinthe et vous devez répondre l'une de ces deux choses. Celle qu'aucun homme ne pourrait supporter ou la bonne, la meilleure. N'essayez pas de piéger le barman pour vous échapper, la porte du bar s'est refermée derrière vous. Qui est très bizarre, mais c'est pas fini, on vient tout juste de commencer. Si vous parvenez aussi loin sans avoir scellé votre destin, le barman vous dira « Assurez-vous de le traiter avec soin, c'est la meilleure que j'ai ». À cet instant, vous pourrez choisir de faire deux choses. La première consiste à dire mot pour mot « J'ai surestimé mon courage et je vous souhaite une bonne soirée ». Si le barman acquiesce de la tête, vous serez autorisé à sortir par la porte par laquelle vous êtes arrivé, indemne et en toute sécurité, sans avoir rien gagné ni perdu, à part le temps passé à l'intérieur. Bien, vous pouvez continuer. Ok, donc si vous avez choisi de continuer, le barman vous servira un verre inhabituel. Un récipient à 7 bords qui se transforme en poignée ouvragée, une cuillère à absinthe spéciale en forme de clé accompagne ce verre. Cette clé ornée de trous permettant de diffuser l'alcool sur un morceau de sucre doit être utilisée avec soin. Mal orientée, elle rendra votre boisson toxique. Préparez l'absinthe comme il se doit, buvez cul sec et toastez avec le barman. Si tout est fait correctement, la lumière s'éteindra. Plongeant le bar dans l'obscurité, attendez en silence jusqu'à ce qu'un projecteur vert illumine une porte à l'opposé de la salle. Le barman aura disparu, laissant place à des sphères lumineuses flottant. Prenez la clé cuillère et ouvrez cette porte. Derrière la porte, un ascenseur abrite une femme d'une beauté éthérée, éclairée par une lumière verte rappelant des ailes. Elle se fait appeler la Fée Verte. Elle vous demandera « Montez ?» Répondez par l'affirmatif, mais soyez vigilant. Avant d'entrer, elle vous interrogera sur le surréalisme de Beauchamp et en le comparant à celui de René Magritte. Répondez « Je suis venu pour voir plus que de l'art ce soir ». Toute autre réponse entraînera une chute vertigineuse dans les ténèbres. Si vous réussissez, l'ascenseur montera doucement vers la lumière de la lune. Si elle vous embrasse sur la joue à l'arrivée, vous serez béni par une inspiration artistique éternelle. À ce moment-là, vous atteindrez un parloir d'inspiration début 20e, décoré d'un portrait d'Henri Beauchamp. Un texte sous le portrait explique qu'il était un peintre surréaliste des années 1920, capable de capturer des visions du passé et du futur. Cependant, sa quête de transcendance le mena à l'horreur. Il tua 3 jeunes filles pour peindre ses œuvres finales avec leur sang. Après avoir terminé 13 tableaux, il mit fin à ses jours. Derrière une porte, les 12 premières peintures montrent des visions cosmiques, 6 représentant la création divine et 6 l'apocalypse infernale. La 13e peinture, cependant, est retournée et solidement attachée. Un avertissement écrit en 3 langues déclare « Ne pas toucher ». Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière ces fameux 13e tableaux? Eh bien, selon certains récits, cette dernière œuvre serait un collage macabre créé à partir du corps, de la peau et de l'âme d'Henri Beauchamp. Bon, vous pouvez respirer, je pense que la plupart d'entre vous l'auront reconnu, mais cette histoire est complètement fausse. C'est une bonne vieille creepypasta comme on n'en fait plus, c'est un truc que tu crames dès les premières lignes de lecture. Bien évidemment, cette galerie n'existe pas, et ce Henri Beauchamp non plus, tout est inventé. Elle souffre des problèmes habituels des creepypastas, elle est très cliché, l'histoire veut impressionner en empilant des couches de mystères et de détails, mais ça finit par manquer de substance réelle. Tout repose sur des concepts un peu tape à l'œil, l'absinthe mystérieuse, la fée verte, peinture surnaturelle, mais y a rien qui se connecte vraiment. C'est le piège de ce genre d'histoire, à vouloir être épique mais en sacrifiant l'authenticité. Ce qui marche vraiment avec ce type de récit, c'est quand il joue sur des peurs plus subtiles ou personnelles, des trucs qui restent avec toi parce qu'ils résonnent sur un plan émotionnel ou existentiel. Après, GG, parce qu'apparemment il y a des gens qui ont cru que c'était vrai. Le magasin des suicides, traduction de Natalia Fedorovna Vasilkova. Celui-là, alors apparemment, d'après Ekaret, donc l'un des types qui a bossé sur l'iceberg, une traduction en russe de l'ouvrage de Jean Telet a été réalisée par une certaine Natalia Fedorovna Vasilkova, le fameux livre Le magasin des suicides, qui parle d'une famille qui en fait ont un magasin de suicides, voilà. Allez voir le film si vous avez la flemme de lire le film est vraiment sympa, c'est un peu genre comédie noire et tout, j'aime bien, c'est drôle.
Elle a notamment été responsable de certaines traductions littéraires du français vers le russe en 2010, mais elle n'aurait jamais été publiée en raison de la réglementation stricte en Russie concernant la traduction des médias étrangers, car en effet, je sais pas si vous avez remarqué, en Russie, il existe certaines règles et contrôles concernant l'importation et la traduction de livres qui peuvent être influencés par des considérations idéologiques ou politiques. Ces régulations peuvent entraîner des refus de publication pour des œuvres jugées inappropriées ou subversives. Ça pourrait expliquer pourquoi cette traduction n'a pas trouvé de maison d'édition prête à le publier. On parle quand même d'un magasin pour se suicider. Voilà. J'étais assez étonnée de le voir dans l'iceberg aussi, mais vraiment pour cette entrée, j'ai pas plus. On a vraiment rien. Le fait que la traduction soit restée inédite et que le manuscrit ait disparu après la mort de Natalia Fedorovna ajoute une touche de mystère à cette histoire. Il est possible que la traduction soit devenue une sorte de lost media dans le domaine littéraire, avec peu de traces disponibles aujourd'hui, si ce n'est dans des cercles très restreints. Et peu de chances qu'on la retrouve un jour. Hugo Posé, l'enfant et une inondation. On continue dans les médias hyper obscurs et ça va être de pire en pire avec un média lié à Hugo Posé. Alors déjà, rapide présentation, comme d'hab, Hugo Posé c'est un youtubeur divertissement qui est assez bien installé sur la plateforme. Sa chaîne elle propose des vidéos genre divertissement, essayer de ne pas rire, contenu un peu what the fuck, tu sais, très 2012. Aujourd'hui il fait du contenu très similaire à Squeezie, Joyka et Michou notamment, et avec bientôt 5 millions d'abonnés, il continue d'amasser une communauté solide et engagée. Mais du coup, c'est quoi cette histoire d'enfant et d'inondation ? Alors, accrochez-vous bien parce que c'est ultra obscur. Tout commence sur la chaîne française d'un mec qui s'appelle Cheezer. Depuis plusieurs années, il raconte être perplexe au sujet d'une section de vidéos des essayés de ne pas rire de Hugo, faisait beaucoup à l'époque. Et un mec il a dit tu sais pas jouer. Oh Le mec il a même pas idée, ça serait trop simple. Le mec il court vers lui, regarde. Et apparemment, sur une de ses vidéos, il aurait vu passer une sorte de montage avec une musique bizarre et des photos d'enfants, ainsi que ce qu'il semblait être une inondation. Segment qui semble être assez étrange pour que Cheezer y pense encore des années après, et décide de re-regarder toutes ses vidéos, essayer de ne pas rire pour la retrouver, mais rien. Dans la vidéo d'Hugo passe un court extrait d'environ 5 secondes qui mettait en scène une succession de photos et de selfies d'un jeune garçon. Cette succession s'interrompit quand les images passèrent de selfies de l'enfant à des photos de ce qui semblait être une inondation avec des barques flottant sur l'eau. Bref, dit comme ça, la vidéo n'a pas l'air ouf. Et c'est vrai, mais le truc qui m'avait vraiment surpris à l'époque, c'était la musique en arrière-plan. Bien entendu, vu que je ne trouve pas la vidéo, je ne vais pas pouvoir vous dire quelle était la musique. Mais si je dois la décrire du mieux que je peux, je dirais qu'il s'agissait d'une répétition d'une même mélodie qui prenait le ton d'une voix de femme disant « yeah, yeah, yeah », un truc du style « yeah, yeah, yeah ». Le segment semble avoir disparu, pourtant aucune des vidéos Essayer de ne pas rire n'a été supprimée si on croit à la numérotation. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah en vrai, on a plusieurs hypothèses. Déjà, on a celui d'un faux souvenir. Si ça se trouve, Cheezer avait regardé un autre Essayer de ne pas rire, parce qu'en vrai, à l'époque, c'était quelque chose qui se faisait beaucoup, et il a confondu celui d'Hugo avec Random qui avait fait ça, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n'arrive pas à retrouver la séquence précise. Ça peut être aussi même, Hawks, peut-être qu'il ment, on sait pas. Bon, après, apparemment, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit avoir le même souvenir, donc je ne sais pas. Et une autre théorie plausible aussi, c'est que sûrement que Hugo a retiré ce passage, s'il a existé, outil possible grâce à YouTube. Ainsi, si le passage lui déplaisait, il a tout simplement le supprimé, sans que personne s'en rende trop compte. Mais bon, ça serait quand même bizarre revenir sur une random vidéo plusieurs années plus tard pour supprimer un segment aléatoire. Je suis pas tellement convaincu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires d'ailleurs si vous avez vous des lost media liés à des créateurs de contenu dont vous appréciez le travail, des vidéos qui ont été supprimées et qui subsistent uniquement dans vos souvenirs. Moi c'est un truc à la con, c'était, vous savez, les vidéos best-of des moments de rage de Nico Cado Avocado. Il y avait une meuf, elle avait fait une vidéo mais genre de je sais pas 40 minutes et c'était extrêmement drôle, c'était vraiment une des vidéos les plus drôles d'internet. Malheureusement la vidéo s'est fait take down par probablement Nico Cado Avocado, c'est quelque chose qui fait souvent. Donc malheureusement cette vidéo n'existe plus. À mon plus grand malheur. Wow. À son plus grand malheur aussi. Film porno muet inachevé avec la bande originale de Caravan Palace. Putain, elle me fatigue cette dernière partie de l'iceberg. Le 27 juin 2022, l'utilisateur du forum Lost Media Wiki ouvre un topic au sujet d'un porno silencieux perdu dont la BO aurait été enregistrée par Caravan Palace. Alors Caravan Palace, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe français d'électro-swing qui a su faire parler de lui, notamment grâce à cette musique. Entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, avec des morceaux comme Jolie Coquine de leur premier album éponyme. Leur recette, mélanger l'énergie du jazz vintage avec des beats électro entraînants. Le groupe s'est rapidement fait un nom grâce à un son frais et explosif. Ce style unique, il a permis au groupe de captiver un large public, qu'il s'agisse des amateurs de jazz rétro ou des fans de musique électro. Leur album Panic et Robot continue d'explorer cette fusion de genres, mais aussi d'expérimenter avec des touches de funk, de pop et d'autres influences modernes, tout en gardant cette signature musicale électrisante.
Le groupe est aussi très apprécié pour ses performances live, mais il semblerait que Caravan Palace cache une facette un peu plus intime et secrète de son histoire. Au début des années 2000, avant de devenir la sensation électro qu'ils sont aujourd'hui, leurs 3 membres fondateurs, Hugo Payan, Arnaud Vial et Charles Delaporte, ont été sollicités pour composer la bande-son d'un film porno muet des années 20. Projet étrange et mystérieux n'a jamais été diffusé au public et est devenu un véritable lost media dans l'histoire du groupe. Le film n'a probablement jamais été officiellement distribué et selon les membres du groupe, une copie de la bande-son est simplement perdue sur un disque dur. C'est d'ailleurs dans une interview Reddit que le groupe a confirmé cette anecdote. Depuis, les recherches pour retrouver ce film et sa bande-son sont restées vaines, et ce projet semble rester dans l'ombre du passé. Merci mec. Ah, le film porno, on le cherche toujours. Les images ont été perdues et on ne trouve pas le bon disque dur, bon sang. Mais oui, ça pourrait être une bonne occasion de sortir un morceau pour YouPorn. Fin de la tapisserie de Bayeux. Un mystère vieux de presque 1000 ans, une œuvre unique, véritable trésor médiéval et pourtant incomplète. La tapisserie de Bayeux, longue de près de 70 mètres, raconte un moment clé de l'histoire médiévale, la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066. Une épopée visuelle qui va des intrigues politiques à la bataille sanglante de Hastings. Les scènes s'enchaînent, on voit des chevaliers en armure, des navires traversant la Manche, et finalement Harold, roi d'Angleterre, tué d'une flèche dans l'œil, du moins c'est ce que dit la légende. Mais après la victoire, il manque quelque chose, la tapisserie s'arrête brusquement, laissant une question en suspens. Que s'est-il passé ? On estime qu'environ 1 à 3 mètres de la tapisserie sont manquants, cette portion aurait pu décrire les conséquences de la victoire, le couronnement de Guillaume à Westminster, ou peut-être une célébration de son triomphe. Malheureusement, les archives médiévales restent silencieuses. Pourquoi ce morceau a-t-il disparu ? A-t-il été détruit, perdu, ou pire, censuré ? À l'occasion du millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant, la région Normandie a décidé de recréer cette pièce manquante. L'objectif, restaurer symboliquement l'œuvre complète pour permettre aux visiteurs de l'apprécier dans son intégralité. Ce projet collaboratif mobilise historiens, artistes et brodeurs, il s'appuie sur des indices laissés par la tapisserie elle-même, des récits historiques et même des reconstitutions modernes comme celle réalisée à Aurigny en 2013. Mais attention, il ne s'agit pas d'une simple copie, cette nouvelle portion devra respecter l'esthétique et les techniques médiévales pour rester fidèle à l'original. La tapisserie de Bayeux est bien plus qu'un simple récit historique, c'est un chef-d'œuvre qui a survécu à près de 1000 ans d'histoire. Compléter cette œuvre, c'est lui redonner vie, mais aussi rendre hommage à ceux qui l'ont créé. Zal, My Enchanting Mist. Ok, on retourne du côté de la Lost Wave du coup, et tout ce qu'on a comme info à propos de cette musique, c'est un post Reddit de la communauté Lost Media. Un utilisateur évoque un album de 1995 intitulé My Enchanting Mist d'un artiste français du nom de Zal. Ce projet, décrit comme dark ambient, aurait été produit dans des quantités extrêmement limitées, seulement 20 exemplaires. Selon les rares témoignages, l'album était sombre, éthéré, fait pour les amateurs de musique atmosphérique et expérimentale, mais voilà le problème, il n'y a aucune preuve concrète de son existence, pas de copie physique retrouvée, pas de digitalisation, rien. Les fans de musique obscure ont cherché un peu partout, ils ont fouillé des forums de passionnés, interrogé des collectionneurs, exploré des discographies d'artistes similaires, mais sans succès. Le nom Zal n'apparaît dans aucune archive, aucun catalogue de label. Et si Zal n'avait jamais existé ? Ouais, je me suis changée parce qu'en fait on est le lendemain parce que j'en pouvais plus de tourner, j'étais fatiguée. Et si tout ça c'était une légende urbaine qui venait d'une mémoire collective un peu défaillante ? En soi, moi j'y crois pas trop à cette théorie parce qu'on trouve des traces de l'album sur Encyclopédia Metallum datant de 2008. C'était il y a 16 ans que c'est pas tellement probable. Comme tout mystère, celui de Zal a son lot de théories. L'album aurait pu exister mais n'avoir jamais été numérisé. À l'époque, la musique dark ambiante était souvent autoproduite et distribuée dans des cercles très restreints. Certains pensent que Zal était un pseudonyme temporaire d'un artiste connu, peut-être quelqu'un comme les Joyeux de la Princesse ou des groupes similaires de la scène industrielle française, et la piste du canular est aussi une option. Ce genre d'histoire pose aussi une question essentielle. Combien d'œuvres incroyables ont été créées puis oubliées à jamais ? On en avait déjà parlé de ça, notamment avec La fin de l'iceberg partie 2, avec Pierre de Lune, mais encore une fois, si vous possédez des infos, que vous êtes chaud d'essayer de retrouver des perles cachées, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, on possède un salon dédié au Lost Media. D'ailleurs, la chaîne de Pourquoi en Russie a refait surface avec elle beaucoup d'archives de Groove HD, c'est bon à savoir. Ça serait soit du black metal, soit du dark ambient, mon ami n'aurait pas accepté autre chose. Le dark ambient va de pair avec le black metal, surtout au milieu des années 90, où beaucoup de membres de groupes de black metal avaient des projets solo de dark ambient. La raison pour laquelle je planche plutôt pour le dark ambient, c'est que nommer les morceaux part 1, part 2, etc. aurait été considéré comme un peu prétentieux dans le black metal, alors que cela a toujours été courant dans le dark ambient. De plus, le fait qu'il y ait qu'une seule adresse liée au nom du groupe suggère qu'il s'agit d'un projet solo, ce qui est plus typique du dark ambient, car il suffit d'un clavier. Les contemporains de Zal seraient les Légions Noires, Balam et Laileb, cela peut aider dans les recherches. Les Légions Noires... On va garder ça de côté. Yume no Hato.
Yume no Hato, c'est un film de fantasy réalisé par Kei Kumai, un cinéaste japonais reconnu pour ses drames introspectifs, mais ici, c'est un mélange assez audacieux, une coproduction franco-japonaise qui nous plonge dans un conte à la fois poétique et énigmatique. L'intrigue, elle reste assez floue, mais on sait qu'elle suit un jeune homme japonais qui voyage dans le sud de la France. Là-bas, il rencontre une femme française mystérieuse, et leur histoire explore les thèmes de l'amour, du destin et des rêves qui s'effacent. Malheureusement, très peu d'informations subsistent sur le film, bien qu'il ait été déjà projeté au Festival des films du monde à Montréal en 1981, il semble avoir disparu des radars peu après. Pas de sortie commerciale, pas de copie en circulation, et même des cinéphiles avertis peinent à trouver une trace tangible. En se basant sur le résumé du Lost Media Wiki, ça semble être l'un de ses classiques fantastiques. Cependant, à cause des retours négatifs des spectateurs français, le réalisateur s'est senti tellement humilié qu'il a refusé de le sortir en vidéo ou en DVD. Maintenant qu'il est décédé, la possibilité de le retrouver semble compromise. Un jour, il pourrait refaire sur place. Pour l'instant, il reste une œuvre intrigante de médias perdus. Quelques images du film subsistent, un dub du film est partiellement complet et disponible sur YouTube aussi, mais on n'a pas grand chose de plus, malheureusement. Generation. Ok, promis, c'est la dernière fois que je parle de ces mecs. On retourne rapidement sur le subreddit Justice avec notre fameux post, et cette fois-ci, on va s'intéresser à la deuxième partie. Alors, deuxièmement, il y a le travail que Gaspard a réalisé sous son nom, alias de graphiste, Gasparitan. En 2016, un projet artistique dirigé par Sirkin, intitulé Generation, a vu le jour sous la forme d'un EP, d'une exposition et d'un magazine. De nombreux artistes ont collaboré avec Sirkin sur ce projet, notamment Romain Gavras, Jackson and His Computer Band, Brodinski et bien Gaspard Roger. Gaspard a créé plusieurs pages pour le magazine, et c'est précisément ce que je recherche. Tout ce que j'ai pu trouver, c'est cette image provenant du site Generation, passée par la Wayback Machine. Alors effectivement, sur le site Beware, on en apprend un peu plus sur Generation. Le projet a donné naissance à plusieurs EP, dont G8N003, mentionné dans l'article, avec une musique électro aux sonorités avant-gardistes et immersives, qui s'inscrit dans une esthétique post-apocalyptique et futuriste, souvent accentuée par des collaborations avec d'autres artistes influents. Le projet il inclut des vidéos réalisées par des figures célèbres comme Romain Gavras, qui est notamment le réalisateur qui a fait des clips pour Mia et Justice. Ces visuels prolongent l'univers du projet, créant un monde dystopique où la technologie et l'humanité coexistent parfois de manière conflictuelle. Il y a même un magazine qui est intitulé Unité ou Périche. Ce magazine s'inscrit dans l'esthétique globale du projet, mêlant design graphique expérimental, photographie et articles explorant des thèmes socioculturels. Ok, très bien, mais du coup, ces designs, ils sont... j'ai essayé de retrouver des archives par mes propres moyens. J'ai aussi essayé de vérifier sur le Instagram de Gaspard Roger si, avec la sortie de Hyperdrama, leur album, il y avait eu des nouvelles ou qu'il avait peut-être remis des archives sur Instagram, on sait pas trop, peut-être, mais non, pas du tout, ça n'est pas arrivé, malheureusement. Quant au site, il n'existe plus, il a été racheté, donc on n'a pas plus d'informations. Filmographie de Eugène Louis Doyen. Né en 1859, Eugène Louis Doyen, c'est l'un des chirurgiens les plus célèbres de son époque. Il a repoussé les limites des techniques chirurgicales avec une volonté farouche de partager ses connaissances. Et quoi de mieux pour diffuser son savoir que d'utiliser une nouvelle invention de l'époque, le cinéma. Dès 1897, Doyen, il filme ses opérations, devenant ainsi l'un des premiers à documenter la chirurgie à l'écran. On peut dire que c'est le doyen, vous avez compris, c'est le doyen, parce qu'en fait c'est le premier à avoir utilisé cette technique. Bon, maintenant, à notre époque, c'est vraiment banal, même sur les réseaux, il y a plein de vidéos de chirurgie, ce qui met assez mal à l'aise d'ailleurs. Mais à l'époque, c'était une petite révolution quand même. Entre 1897 et 1906, Doyen collabore avec plusieurs chirurgiens, tourné près de 60 opérations. Ces films présentés dans des conférences internationales, elles étaient des véritables révolutions. On y voyait des techniques modernes, des interventions sur la cavité crânienne, des amputations et bien d'autres. Il représentait un outil pédagogique inestimable pour les médecins du monde entier. Mais cette ambition, elle se heurta à un scandale. En effet, en 1906, Doyen, il découvre que son collaborateur Clément Maurice avait vendu certains de ses films à des marchands ambulants, puis les projetait dans les rues de Paris. Imaginez un peu des scènes de chirurgie diffusées comme ça, dans la rue. Ça n'a pas tellement plu à Doyen, et il mettra fin à ses collaborations, exigeant que ses films soient exclusivement utilisés à des fins scientifiques, ce qui me paraît assez logique. Malgré ses efforts, la majorité de ses œuvres seront perdues après sa mort en 1916. Il faudra attendre 2002 pour qu'un miracle se produise. La Cinemateca Portuguesa identifie 2 anthologies complètes préparées par Doyen lui-même. Ces films restaurés grâce à des médecins offrent un témoignage unique de l'évolution des techniques chirurgicales. Depuis, pas vraiment d'avancée, il y a des scans de ces opérations qui existent sur internet et il y a moyen qu'on retrouve d'autres vidéos de ce mec ressurgir dans les années à venir. L'addition s'il vous plaît, édition avec Sofiane. Ok, les entrées d'avant, elles étaient plutôt rapides, mais là, on va s'attaquer à un gros morceau. Il y a quelques mois, dans un live lié à la découverte de cet iceberg, on avait parlé d'un truc particulier. Au fait que mon père, mon daron, tu vois,
il a participé à l'addition s'il vous plaît, voilà. Je peux vous montrer des preuves, hein. Ça c'est mon père, voilà. Ça c'est mon gros daron. C'est mon daron, voilà, ça se voit, il a la même gueule que moi, mais en plus bronzé. Et du coup, mon daron qui a participé à l'addition s'il vous plaît, moi je l'avais regardé à l'époque, mais sauf qu'on n'avait pas de truc pour enregistrer, donc personne n'a enregistré ça, et vu que l'addition s'il vous plaît s'est arrêtée en 2017, il me semble, il n'y a pas d'archives, il n'y a personne qui l'a enregistré. C'est très compliqué en fait les émissions comme ça, en plus bon c'est français, donc les gens ne les enregistrent pas forcément. Et en fait je me suis rendu compte que cette émission je l'avais pas, alors que c'est mon papa genre, et du coup avec MMV, donc le mec qui a fait l'iceberg, il l'a rajouté, il l'a putain de rajouté. Là, l'addition s'il vous plaît, édition avec Souviendra Chou. À ce moment-là, j'étais cuite, je m'étais engagée, et donc voilà quelques mois plus tard, à parler du fameux Lost Media, allé à mon daron. Je l'attendais celui-là. Alors, ok, d'abord un peu de contexte. On est en 2015 et mon père, qui est restaurateur, il se présente à une émission, l'addition s'il vous plaît. Alors, cette émission, elle vous dit peut-être pas grand-chose, c'est un mélange entre un dîner presque parfait et 4 mariages pour une lune de miel. C'était diffusé sur TF1 entre 17 et 18h, voilà, classique. Cette émission, elle a pas eu autant de succès que les autres, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été arrêtée en 2017, avec une durée de vie de 3 ans, ce qui est pas ouf. Mais bon, voilà, mon père s'est inscrit et il a été pris, et quelques mois plus tard, du 28 janvier au 5 février, il était en tournage pour l'émission. Il a témoigné à Ouest France d'ailleurs, et là je vais citer mon père, ce qui est un peu drôle. Ça s'est plutôt bien passé, mais il est vrai que ça casse, les critiques sont poussées. Je suis un peu déçu, c'est une expérience mais je ne referai pas, dans la mesure où cette émission ne montre pas la vraie image des personnes. Le casting est déjà fait, comme le rôle des personnages, qui est méchant, éventuel gagnant, et puis on nous pousse, avec la fatigue parfois on craque, on devient irascible. Bah ouais papa, c'est le but de l'émission. Spoiler, il a pas gagné, donc c'est peut-être pour ça qu'il était salé. C'est pas grave, on lui envoie de la force. À ce moment-là, je sais que j'ai enregistré l'émission. C'était sur une vieille Freebox, vous savez, les Freebox grises là. Donc il y a aucun moyen que j'ai gardé une archive de ce truc. Bon bah c'est pas grave, je vais demander à mon père. Il a forcément gardé une archive quelque part. C'est obligé, je veux dire, c'est lui qui passe à la télé, forcément qu'il a gardé une archive. Bon. Bah pour la famille c'est mort, personne n'a gardé d'archives. Je me tourne donc vers mon dieu Google, qui pourrait peut-être éventuellement me guider vers le chemin de la Wayback Machine, histoire que je vérifie. C'est pas des conneries, j'ai passé plusieurs jours, plusieurs semaines à essayer de trouver ce passage d'émission. C'est soit sur la Wayback Machine, c'est soit sur YouTube ou sur des sites trop bizarres, je suis sûre. Je suis allée sur des sites mon pote, je suis sûre j'ai v'là les virus dans mon PC, je suis trop une victime. J'ai rien trouvé. Et c'est à ce moment-là que mon sauveur arrive. Ça tourne à la cam aussi. Ça tourne les yeux longs. T'es pas obligé de regarder la caméra. Bonjour. Attends, mais c'est Amixem ça. Norman. Oui, du coup. Du coup, présente-toi, oui, je t'ai sur ma chaîne maintenant. Au Rassam. Michelos. Ok, enchanté. Tu fais quoi? Abonnez-vous. Donc, moi je suis Michelos. Voilà, je fais des vidéos sur des mèmes de Gaulmont, notamment Guillaume d'un presque parfait, entre autres. On en avait parlé dans la première vidéo. Le GOAT. Je fais plein de mèmes de Gaulmont, je suis sur sa chaîne de merde du coup. Voilà. En vrai réel. Hein. En vrai. Qu'est-ce que tu fais? Alors, pause, faut que je vous explique. Un jour, alors que j'étais désespérée, je me suis rappelé de sa chaîne. Effectivement, pour les plus assidus, Michelos, on en a parlé dans la première partie. Vu qu'il avait réussi à faire un travail d'enquête ultra propre et beaucoup plus efficace que le mien, et que le média qu'il avait trouvé faisait partie du même secteur que le mien, je me suis dit, bah pourquoi pas. Non, aujourd'hui, on va pencher sur probablement un des Lost Media les plus importants qui existent sur cette terre. C'est-à-dire l'épisode où il y a mon daron. Son gros daron. Mon gros daron, le chauve, dans l'addition s'il vous plaît. C'est l'épisode du 21 mai 2015. No way. No way, ça s'est passé en 2015. Et c'est passé quoi en 2015 2 attentats terroristes notamment dans l'année. Ah oui c'est vrai, c'était pas une très bonne année. Mais il y a eu l'addition s'il vous plaît. Du coup là, j'ai carrément... Les gars, me dites pas que je me plie pas en 4 pour vous. Je vous ramène Michelos pour qu'on puisse réussir à trouver ce Lost Media parce qu'il s'est passé un truc récemment. Hier? Non, avant-hier. Je vais témoigner. Je faisais mes courses et du coup... non, je devais aller à l'Inatech pour faire des recherches sur des vidéos qui arrivent. Sur ma chaîne, abonnez-vous. Désabonnez-vous de sa chaîne. Du coup, tant qu'à faire, je me suis dit... Parce que Sam m'avait déjà DM en mode à l'aide, tu peux trouver l'addition s'il vous plaît. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais regarder s'il y a des épisodes de dispo, juste sur l'Inatech. Et du coup, c'est là que j'ai trouvé l'épisode et j'ai envoyé une photo. Et j'ai dit, est-ce que c'est ton daron? Message de légende. Et c'était effectivement son daron. Oui, ouais, let's go. Daron. Ok, let's go. Et du coup, il y avait le daron. Et j'étais même pas sûr que c'était son daron. Du coup, je t'ai envoyé une photo. J'aurais pu envoyer une photo random d'un mec et dire c'est ton daron. Et du coup, bah, on a juste pu découvrir la date
grâce à ça, du coup, qui est le 25 mai, c'est ça? C'est le 25 mai, ouais. Le 25 mai 2015. Et voilà, c'est tout ce qu'on a en info. On a le nom des autres candidats, du coup, grâce à ça. C'est ça. Du coup, c'était dispo sur l'Inatech et c'était numérisé, heureusement. Mais voilà, c'est tout ce qu'on a. Et du coup, maintenant, on n'a rien. Mais il y a un problème. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'on ne peut pas avoir l'enregistrement. Oui, parce que l'Inatech, bah. Voilà quoi, ils Droit d'auteur. archivent et tout. Mais c'est toujours TF1 qui a l'épisode, qui a le poulet. Du coup, ils veulent pas donner le poulet. Bah, pour moi, il y a deux possibilités. Soit on achète une matraque. On va dans les locaux de TF1, on dit oui, donnez-nous l'épisode et tout, de manière amicale, Ouais, avec une matraque. Avec une matraque, mais c'est un signe d'amitié en vrai. Ou sinon, deuxième possibilité, c'est un peu faire comme ce que j'avais fait avec Vidéo sur Guillaume, trouver les autres candidats et demander, et harceler ces gens tout simplement. Voilà. Tu pas demander. Et On va les harceler, harceler pour demander s'ils ont encore, enfin s'ils ont numérisé l'épisode et tout, ou quoi que ce soit. Donc on a continué à chercher. Ah mais c'est parce que c'est tourné genre le 25, mais c'est peut-être... Ah, Non. Bretagne Soufiane. Oui, voilà. What, attends, mais je l'avais pas trouvé ça. Non, c'était le 21 mai. C'est le 21. Oui, c'est le 21. Ah, c'est Madame Mouette maintenant. Anciennement, les Seulement Agneaux. les Agneaux, ouais, mais du coup... Je vais Ah merde, ça se demander- trouve, c'est plus les mêmes propriétaires. Bah attends, je vais les appeler. Vas-y. On fait l'enquête en direct. Oh, le enquête, genre vraiment le enquête. Mais on parle. Oui, alors j'ai une requête assez spéciale à vous faire. L'ancienne propriétaire des lieux s'appelait Sophie. Elle s'appelait Sophie. Est-ce qu'elle est encore propriétaire? Alors, Sophie est toujours propriétaire des murs. Des murs, d'accord, mais elle n'est pas présente là actuellement. Non, pas du tout. D'ailleurs, il me semble qu'elle n'a jamais travaillé dans la maison. Elle est juste propriétaire du bâtiment. Ouais, c'est exactement Est-ce que au pire, je vais pas vous embêter plus longtemps, est-ce que vous... Enfin, je sais pas si ça se demande, mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir son contact pour pouvoir la contacter, elle, justement, pour voir avec elle? Même si c'est pas la bonne Sophie, comme ça, au moins je saurais que c'est pas la bonne. Moi, je sais pas, mais en vrai, elle va souvent, donc je vais plutôt faire l'inverse. Ah ouais. Je vais prendre votre nom à vous. Ok. Ah bah non, moi, je vais comme vous dire bonjour comme ça, donc je suis en La goutte. Ouais, peut-être la goutte. Pour l'instant, je sais pas. Mais Par contre, c'est bizarre, elle a dit, ouais, Sophie, elle a jamais, Bah, c'est jamais ça, travaillé c'est ça à qui est- la c'est ça fraude. qui est- Qu'est-ce que... Ça se trouve, genre pour l'émission, elle a fait genre qu'elle travaillait. Alors, c'est la seule semaine où elle est venue. C'est la seule semaine où elle est venue, c'est pour flex, tu vois. Connecte ton Facebook, mais ça va m'énerver ce truc. Tu me connectes au pire? Ouais. Parce que là, je sais pas pourquoi ça bug à chaque fois. C'est comme ma vieille adresse. Mode. Bon. Mode. C'est Pourquoi Michelos d'ailleurs? drôle. J'ai toujours rêvé de te poser. Merde. Merde. La grosse tête à mon daron. Non, en fait, C'est un peu comme un- bah, de base, tu sais, mon pseudo avant c'était Minos, L2B ou Minos Dio, par rapport à. Enfin, ça se mélange. Ah, Astérion. Quoi? Avec le Minotaure. Consanguin. Non, mais c'est par rapport. Enfin, en fait, t'as le Minotaur et après t'as l'autre version, c'est Minos, tu vois. Oui, oui. Enfin, bref. Ouais, c'est pas du tout. C'est pas du tout en rapport avec Astérion. quoi. Non, mais c'est vraiment trop bizarre, enfin, il fait n'importe quoi. Je sais pas, genre demande d'archives. En vrai, je peux faire genre. Archive à l'addition, s'il vous plaît. Il y a 2 dés. Oui, je crois. Salut mon daron, il a. Est-ce que vous avez le truc là? Est-ce que vous avez tout là, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Pas bon, la probabilité qu'elle se dit ah, mais oui, la semaine 18. Ah oui, je me rappelle en 2015. Bah, ouais, je pense qu'elle a la rêve de. Elle doit avoir la ref. Bon, ok, c'est envoyé. Petite princesse. Tu viens nous aider? Le featuring. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Du coup, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? C'est ça le truc, moi je ne sais pas. On fait un backflip. Il a pris un coup de vieux maintenant, bordel. Sofiane, peut-il encore gagner l'addition, s'il vous plaît? Spoiler, non! Ok, c'est que ça pile là, t'as quoi? Attends, est-ce qu'il parle de mon daron? Moi aussi, j'y croyais pas. Il veut jouer les aristos, le cuistot, tel un comédien de vaudeville ridicule et sans aucun sexe appeal. Mais malheureusement, rien. Très chic et plus moderne que cette tenue de larbin. Oui. Déçu par Sofiane, il a noté Bon. très bas ses concurrents. Bon. Bah bien sûr, mon père, attends, tu crois quoi? Il dit pour les caméras. On tourne devant eux. Attends, qu'est-ce qu'il dit?
Pourtant, devant eux, il a joué le gentil et le patron regardant, je préfère le corto dit. Alors vraiment, mon père. J'ai trouvé le. Parce que je crois l'addition s'il vous plaît, c'est un dérivé d'un truc québécois, je crois. Ah ouais. Et du coup, j'avais trouvé la page. Ouais, quand tu tapes ça, l'addition SVP, tu trouves le truc québécois. SVP. Ouais, je crois. Mais ouais, mais ça m'énerve trop parce que tu sais, dans mes vidéos sur YouTube, je dis ouais, j'ai pris un abonnement Salto et tout. Et moi, j'étais en mode vas-y, Salto, tu sais, c'est TF1, M6, France Télé, t'as tout, tu peux tout avoir. Ouais. Et non. Si tu pouvais accéder à tous les vieux trucs. Oui, voilà. Mais je comprends pas pourquoi ça existe pas, genre ce système. Enfin, ça existe, c'est Lina, mais genre ils peuvent pas te le drop. Mais ça, c'est les droits d'auteur en fait. Miaou. Miaou. Je mieux l'air. Oui, bah. La souris du peur. Attends, est-ce que genre. Qu'est-ce qu'il y avait genre vraiment du porno là? Attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Moi, quand plus d'un ton caca à la cantine. Il aurait dû jeter les poils et il y en a pas pour cher, hein. Faut arrêter de déconner. Notre châtelaine est choquée, mais l'inspection repart de plus belle pour notre fouineur en chef. Ah non, viens voir ici, regardez là. Attention, ce que j'ai trouvé, ça c'est des moules. Il y a des moules. Des moules gastronomiques, moi je veux bien. J'ai jamais vu ça. Il y a de la vie sous ce piano. Ah non, franchement, moi je préfère voir, tiens, alors je préfère voir des vitres dégueulasses, même où je vois même pas à travers, où je vois même pas la mer que voir ça. Il y en a des kilos, hein. Non, mais Isabelle, regarde. J'ai eu une réponse par mail de la pizzeria, ce qui m'a redonné espoir, mais c'est juste pour me dire qu'ils avaient toujours rien trouvé et qu'ils me contacteraient s'ils avaient trouvé quelque chose. Merci. Pareil pour Gino, j'ai réussi à l'avoir au téléphone du coup et il a rien gardé non plus. J'ai aussi contacté Sap Panda parce qu'il semblait avoir pas mal d'archives de l'émission, c'est le seul à ma connaissance qui a fait des vidéos sur YouTube de réaction à l'addition s'il vous plaît, mais du coup non, il m'a dit qu'il avait rien non plus. Donc voilà, au moins je peux me consoler en me disant que bah je sais que ce truc existe à l'Inatech, j'y ai juste pas accès. Malheureusement, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, et j'en avais parlé avec Michelos, faut envoyer un espèce de papier, faudrait que mon père fasse une demande parce que notamment je crois qu'il a les droits du coup. Sauf que vous connaissez pas mon père, il le fera pas. Je sais qu'il le fera pas. Donc le seul moyen que j'ai de le retrouver cet épisode, c'est que quelqu'un le drop sur internet. Peut-être que ça arrivera un jour, c'est déjà arrivé, et que des mecs complètement random drop ça sur internet, mais bon. En tout cas, si vous passez à Quiberon, bah n'hésitez pas à manger chez mon père. C'est au port à Ligue 1, c'est la Casa Italia et le restaurant de l'Atlantique. Voilà. Dites ce que vous venez de ma part. Je suis pas payé pour la sponsor, hein. Et encore 1000 merci à Michelos pour son travail d'investigation. Wow, vous êtes toujours là? Bah déjà merci, ça fait plaisir. Si vous regardez la timeline, vous devez vous rendre compte que on n'a pas tout à fait fini avec les Lost Media. Il me reste encore quelques sujets à traiter, des sujets tellement obscurs que très peu d'informations subsistent. Bienvenue dans la dernière strate de l'iceberg, bienvenue dans le vide. Cartes et documents de Jean Cousin détruits. Et si Christophe Colomb n'avait pas été le premier Européen à poser le pied en Amérique? Une vieille légende française affirme que le véritable découvreur du monde nouveau serait en fait Jean Cousin, un cartographe et navigateur normand. Ok, faut que je vous explique un peu. Jean Cousin ou Jehan Cousin, c'était un cartographe et marin originaire de Dieppe en Normandie. Il aurait été actif à la fin du XVe siècle, une époque où les navigateurs repoussaient les limites du monde connu. Doyen de l'école de cartographie de Dieppe, Cousin était réputé pour ses talents de marin et de cartographe, une combinaison idéale pour l'exploration. Selon la légende, en 1488, soit 4 ans avant Colomb, Cousin aurait été envoyé depuis Dieppe pour un voyage vers l'Afrique de l'Ouest, mais une tempête aurait dévié son navire vers l'ouest, l'amenant à accoster sur une terre inconnue. Il aurait alors exploré un immense fleuve qu'il aurait nommé le Marañón, probablement l'Amazone, avant de retourner à Dieppe en 1489. Certains disent qu'il aurait même débarqué au Brésil, près du cap de Sao Roque. Et c'est quoi ces sources? T'inquiète frère, c'est Charles IX. Et cette histoire, bien que fascinante, bah elle repose que sur des témoignages et des récits indirects. Jean Cousin, il aurait rapporté son périple dans des archives conservées à Dieppe, mais voilà le problème, ces archives auraient été détruites en 1604 lors d'un bombardement britannique. Et pour couronner le tout, son capitaine, Anson Pinzon, aurait quitté l'équipage après une dispute. Pinzon aurait ensuite rejoint Christophe Colomb en Espagne et partagé ses connaissances, renforçant les chances de succès de Colomb en 1492. Cependant, il n'y a pas vraiment de documents irréfutables qui viennent prouver que Jean
cousins auraient découvert le Nouveau Monde avant Christophe Colomb. Parce que ouais, cet événement a honnêtement peu de chances de s'être vraiment passé, et semble avoir été inventé par la France pour justifier ses ambitions coloniales, notamment en Floride au XVIe siècle, lors de l'expédition de Fort Caroline. Il s'agirait davantage d'une construction nationale visant à rivaliser avec les grandes découvertes espagnoles et portugaises. En d'autres termes, on a juste le seum. Détournement du chat web des Race Moquettes de Paris. Le détournement du chat web des Race Moquettes de Paris, connu sous le nom de Hijacked Regret AOL Chat, fait référence à un incident survenu dans les années 1990, impliquant un chat en ligne officiel organisé sur AOL, American Online, pour promouvoir les Race Moquettes, le célèbre dessin animé. Nickelodeon, du coup, ils avaient mis en place un chat pour permettre aux fans des Race Moquettes de poser des questions à des représentants ou des créateurs de la série. C'était une initiative promotionnelle assez courante pour l'époque, visant à engager les spectateurs. Au cours de cette discussion, un utilisateur mal attentionné aurait réussi à pirater ou interrompre la session, on n'est pas très sûr. Les détails exacts du piratage ne sont pas totalement clairs, mais de ce que j'ai compris, l'intrus aurait pris le contrôle de la discussion, postant des messages inappropriés ou offensants. Certains participants rapportent que des propos perturbants ou vulgaires ont été affichés aussi, ce qui a choqué le public, notamment les enfants et leurs parents présents. Et cet incident, il aurait rapidement mis fin à la session de chat. L'événement est considéré comme un sujet de recherche dans la communauté des Lost Media, il n'y a aucun enregistrement complet ou fiable du chat piraté qui a été retrouvé, ce qui alimente les spéculations et l'intérêt pour cette histoire. Les témoignages restent donc la principale source d'information, bien qu'on puisse douter de leur fiabilité. Pas d'existence. Plus on descend dans l'iceberg et plus les sujets sont parlants. Ok, la seule piste qu'on a pour celui-là, c'est une vidéo YouTube, et une vidéo iceberg d'ailleurs. En 2021, t'as une personne du nom de Style is the Substance qui poste un iceberg autour des films perdus, et elle nous présente quelque chose d'assez spécial. Le problème, c'est que on n'a pas vraiment plus d'infos. Ce film, il aurait été projeté à un moment donné à la fin des années 70 ou au début des années 80 en France, bien qu'il ait été réalisé une décennie plus tôt. Les témoignages à ce sujet diffèrent, certains disent que le réalisateur souhaitait rester anonyme, tandis que d'autres ne sont même pas sûrs que le réalisateur était présent lors de cette projection. Certains affirment que le film n'était que un écran noir, d'autres affirment que c'était que un écran blanc, avec pas de son. Et littéralement, pas d'existence. Puis le projecteur se serait brisé, mais la personne qui le manipulait aurait insisté pour le laisser brûler, avec le film qui se consumait à l'intérieur. Alors, un post sur Reddit pose la problématique, tous les sites qui mentionnaient ce film auraient mystérieusement disparu, ces recherches l'ont amené néanmoins à tomber sur un film du nom de Blinkety Blank, mais sa description ne correspond pas. Malheureusement pour celui-là, il semblerait que ça soit simplement un hoax de la youtubeuse à l'origine. Ok, je sais très bien que je suis très en retard, mais je viens tout juste de découvrir ça moi-même, et après réflexion, j'ai compris de quoi il s'agit. Dans la vidéo, ça apparaissait au 9e niveau de l'iceberg, mais quel était le 9e niveau? L'inexistant. Je suis presque sûre que cette histoire, elle a été inventée, je me suis demandé pourquoi ce film n'était pas dans le niveau 8, celui des existences débattues, mais j'imagine qu'on ne peut pas prouver aussi facilement qu'un film n'existe pas, on peut prouver qu'il existe. Donc elle a dû inventer quelque chose pour le niveau 9, et techniquement, elle n'aurait pas eu tort, puisqu'elle a bien donné la description d'un film inexistant. Cassette exclusive aux membres des Légions Noires. Ok, alors lui, on sait que ça existe pour sûr, juste il y a très peu de chances que ça leak, je vais vous expliquer. Les Légions Noires, en fait, c'est un groupe de black metal français très obscur. Ce collectif, il a émergé à la fin des années 80 ou au début des années 90, en réponse à la scène black metal norvégienne, notamment influencée par des groupes comme Darkthrone et Burzum. Le mouvement, il a été marqué par une volonté de créer une musique obscure, souvent en lien avec une esthétique mystérieuse, secrète et provocatrice. Les Légions Noires sont surtout connues pour leurs atmosphères extrêmement secrètes et pour la difficulté à identifier qui en faisait réellement partie. Ces formations ont été souvent liées par des membres communs, et plusieurs autres groupes plus obscurs ont été associés au mouvement, parfois sous des noms extrêmement difficiles à déchiffrer ou volontairement cryptiques, comme Vzartbtr ou Verpaptr. Les membres des Légions Noires, ils ont cultivé un anonymat depuis des années, ce qui fait que beaucoup de rumeurs et de trucs étranges circulent autour de ce mouvement. Certaines sources disent même que les membres se sont inspirés du concept de la mafia norvégienne, du black metal pour leur propre mythologie, et ont abordé des thèmes de violence, de destruction et de nihilisme dans leur musique. Et parmi les nombreuses rumeurs autour de ce groupe, l'une d'elles affirme que les membres ont l'habitude de faire des échanges de cassettes en cercle fermé, ce qu'on appelle du tape trading, où ils partagent de la musique inédite et inconnue avec les autres membres. Toutefois, il existe une ambiguïté autour de ces enregistrements. En effet, à cause de l'aura mystérieuse du collectif et de l'anonymat qu'il cultivait, beaucoup de cassettes prétendument liées aux Légions Noires ont probablement été des contrefaçons ou des enregistrements non officiels, ce qui complique la tâche de différencier les véritables œuvres des groupes de ce mouvement et celles créées par des usurpateurs qui ont voulu surfer sur leur renommée. Et vu que maintenant, le mouvement il est passé, on a très peu de chances de voir ces cassettes refaire surface, qui est dommage, des musiques inédites passées sous le manteau, ça a vraiment une aura particulière. Ça me rappelle un jour, j'étais dans un bar, et il y a un mec
complètement random qui m'a donné un CD avec des musiques que j'ai toujours pas écouté d'ailleurs, mais je vais l'écouter, hein, c'est juste que bon. Merci beaucoup encore pour le cadeau d'ailleurs, qui verra jamais cette vidéo. Jacques Charles, photographie aérienne. Jacques Charles, c'était un inventeur et scientifique français célèbre pour ses contributions à l'aéronautique. Il est surtout connu pour avoir conçu et réalisé le premier vol en ballon à gaz gonflé à l'hydrogène en 1783. Ce vol a marqué une étape importante dans l'histoire de l'aviation car il a permis de démontrer que l'hydrogène pouvait être aussi utilisé comme gaz porteur, contrairement à l'air chaud utilisé dans les montgolfières. Charles a travaillé avec les frères Robert pour créer un ballon de grande taille capable de transporter des passagers, ce qui a permis à Jacques Charles et Noël Robert de s'envoler depuis les jardins des Tuileries à Paris. Leur vol a duré 2 heures et a atteint une altitude de 3000 mètres, ce qui fait de Charles le premier à tester un altimètre. Et en fait, ce mec, on pense qu'il aurait inventé une méthode de photographie bien avant Nicéphore Niépce. Selon plusieurs témoignages, il aurait affirmé lors de ses voyages en ballon à air chaud qu'il utilisait son invention de la chambre noire pour prendre des photos du sol, des photos qui se fanaient rapidement, les rendant perdues. D'après ce livre, il y a un peu la seule archive traitant de ces photos. On y apprend que Jacques Charles aurait utilisé un procédé pour obtenir des silhouettes à l'aide de la lumière, en appliquant un papier enduit, mais il n'a pas détaillé la préparation de ce papier. Le procédé est souvent mentionné par rapport aux premiers essais photographiques, mais il semble que Charles n'ait pas laissé de traces écrites détaillant cette technique. La mention des silhouettes par Charles est importante dans l'histoire de la photographie, car ça marque l'une des premières tentatives de capturer des images à l'aide de substances sensibles à la lumière. Cependant, comme il n'a pas documenté ses expériences de manière formelle, il est assez difficile de savoir dans quelle mesure elles étaient complètes ou efficaces. Dans une note plus tardive, Arago mentionne que Charles a précédé Wedgwood, et est souvent crédité pour ses premiers travaux en photographie, ce qui attribuera à Charles une certaine antériorité dans l'utilisation d'un procédé pour fixer des images. Arago précise également que les premiers travaux de Niépce, en 1814, ont visé à perfectionner cette technique de Charles ou de Wedgwood. Il insiste aussi sur le fait que la photographie, en tant qu'invention, doit être considérée comme une invention principalement française, ce qui reflète une tentative de valorisation des contributions françaises dans le domaine scientifique. C'est pas nouveau. Le texte souligne la difficulté de prouver l'existence des premières méthodes photographiques à cause du manque de documentation rigoureuse. La science historique exige des documents imprimés et authentiques, et bien que Charles ait mentionné ses expériences en cours, il n'a pas suffisamment de preuves pour en faire un précédent officiel dans l'invention de la photographie. Horreur. Alors lui, il est très rapide. Horreur, c'est un jeu basé sur The Maze, un jeu qui avait été créé par un certain Jeremy Winterhold. Vous savez, c'est ce fameux jeu de la souricière où vous devez vous balader dans un labyrinthe avec une jolie surprise à la fin. Extrait. Il a été publié sur la plateforme Scratch le 11 octobre 2017 par un utilisateur français connu sous le nom de J13R. L'objectif du jeu, il est simple, faut juste naviguer dans ce labyrinthe sans toucher les murs. Si vous touchez les murs, il y a un fond rouge avec un texte qui dit « Salle nulle recommence » qui apparaît. En fait, c'est une mauvaise traduction de « Salle no one starts again ». Et à la fin du dernier niveau, il y a une image de McNeil du film L'Exorciste, voilà, accompagnée d'un cri fort « Basique quoi !» C'est tout, c'est tout. Si, il y a un mec qui en a fait un remake. Les Simpsons blancs émission. Ah, alors celui-là, il est pépite. Les Simpsons blancs, en fait, c'est une rumeur qui dit qu'apparemment, en France, il y aurait un épisode des Simpsons qui aurait été diffusé une seule fois, et que dans cet épisode, au lieu d'avoir cette couleur jaune qui est caractéristique des Simpsons, les personnages, en fait, auraient été blancs. L'épisode, il aurait été diffusé qu'une seule fois, mais personne sait vraiment d'où ça sort cette rumeur, et le fait qu'elle soit vraie reste hautement improbable. J'ai regardé les Simpsons à peu près de mes 5-6 ans à mes 14 ans, et je suis jamais tombée sur un épisode comme ça. Surtout que quel intérêt de diffuser ça en France? Genre on est raciste. La première vidéo française de YouTube. Connaissez-vous la première vidéo YouTube jamais postée? Bingo, c'est la fameuse vidéo de Jawed. Mais est-ce que vous connaissez la première vidéo française de YouTube? Ça, j'en suis un peu moins sûr. Et cette vidéo, elle a été retrouvée il y a pas si longtemps d'ailleurs par un mec qui s'appelle Toasted Cherries, qui a fait une vidéo sur la quasi-totale disparition des premières vidéos de YouTube justement. En effet, de toutes les vidéos que YouTube a hébergées dans ses stades les plus récents, seules quelques-unes ont survécu, pendant les autres très difficiles ou impossibles à trouver. La raison? Souvent des problèmes de copyright ou de contenu ne respectant plus les nouvelles règles de YouTube, car oui, même si ces vidéos sont figées dans le temps, l'application de YouTube, elle évolue. Et souvent des vidéos non problématiques en 2005 le deviennent quelques années plus tard. Et cette recherche des early vidéos de YouTube d'ailleurs, c'est un vrai délire, il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de ces reliques archivées quelque part sur internet. Mais il faut faire attention, au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes disaient avoir trouvé telle vidéo ou telle vidéo qui datait d'avant Miyazu. Effectivement, ces vidéos sont toutes des fakes, il n'y a pas
pas de vidéo antérieure à Miyazu, c'est un fait. D'ailleurs, il y a une théorie que j'ai découverte grâce à la vidéo de Toasted Cherries que je trouve assez marrante, My Snowboarding Skills, une autre vidéo qui est apparue dans les premières vidéos jamais postées sur YouTube, et Tribute, une autre vidéo du early YouTube, aurait été publiée par une seule et même personne, Jawen. Et oui, le fameux cofondateur de YouTube, il aurait utilisé plusieurs comptes pour poster lui-même des vidéos de lui et de ses amis et de sa famille, faisant croire à l'activité croissante de YouTube. Il y a plusieurs détails assez troublants, comme la similarité des détails de la vidéo, que ce soit la description, le titre, la caméra aussi, enfin bref, m'égare. Hashisha, c'est un mec plutôt mystérieux, malgré qu'il soit encore actif. Il a l'air d'être algérien, c'est un daron maintenant, il semble faire des vidéos assez engagées politiquement. Il y a pas mal de trucs aussi sur un site web qui s'appelle samirhisha.com. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est son activité dans les débuts de YouTube. En 2005, YouTube, c'était vraiment pas connu. Faut bien que vous vous rendiez compte, l'app a commencé à réellement se faire connaître autour de 2006-2007, après le rachat de Google. Et vu que c'est une appli pas connue, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Et il n'y a pas beaucoup de règles aussi. Et c'est ainsi que la première vidéo française jamais postée sur YouTube est une vidéo d'un mec qui se roule un joint. Alors oui, c'est marrant, mais à cause de ce léger détail, pendant des années, la vidéo était complètement perdue. Jusqu'à ce que Toasted Cherries la retrouve, d'ailleurs. Merci à lui. La vidéo s'appelle Le Clandestin, elle a été postée le 5 mars 2005. Il n'y a pas de dialogue, le chat ne dit rien. On entend juste cette musique, Douane de Raina Raizama. On sait pas vraiment où elle a été enregistrée. Cette vidéo, elle a été hébergée sur son ancienne chaîne, parce qu'elle a été supprimée depuis. Donc il y a probablement des dizaines et des dizaines de vidéos qui ont disparu, et qui sont donc maintenant des Lost Media. Et enfin, Antenne 1. Tout commence le 30 juin 1983, lorsque Michel Fisbin et Éric Ferry lancent une chaîne clandestine depuis les studios de Radio Mouvance, une radio lancée par un certain Roland Fornari, qui se veut être une radio antiraciste, antifasciste, anti-impérialiste et anti-sioniste, rien que ça. Mais rapidement, la police intervient pour confisquer leur matériel. Les créateurs, eux, ils ne se découragent pas et réapparaissent en janvier 1984 avec une astuce: émettre juste après la fin des programmes de TF1. Leur contenu éclectique et provocateur va des clips d'art vidéo à des extraits de films obscurs et porno, diffusés en direct de lieux secrets à Paris ou ailleurs. Les émissions d'Antenne 1 attirent une petite communauté de fidèles grâce à des collaborations avec des radios libres, comme La Voix du Lézard par exemple. Cependant, leur succès irrite les autorités, les perquisitions et saisies se multiplient, culminant en avril 1984 avec l'arrestation des 2 responsables à Nantes. Malgré une reprise en janvier 1985 avec du nouveau matériel, Antenne 1 ne parvient pas à obtenir un canal officiel, et depuis, pas de nouvelles. Et celui-là, il y a quasiment aucune chance qu'on le retrouve, tout simplement parce que c'est une télé pirate. Il y a très peu de chances pour qu'une personne ait enregistré pile au bon moment dans les années 80 et puisse nous ressortir une archive aujourd'hui. L'arrivée de grandes chaînes privées et l'absence de soutien officiel condamnent Antenne 1. De plus, ses activités clandestines et la répression policière ont contribué à effacer presque toute trace de son existence, hormis quelques mentions dans des archives ou des témoignages d'une chaîne pirate qui tombera un jour, complètement dans le... Wow, c'est fini. Ça a été long, je sais pas combien de temps la vidéo elle va durer, putain, je pense qu'elle va durer 3 heures, ça va être un enfer. Si vous avez réussi à rester jusqu'ici, jusqu'à la fin, merci beaucoup. Je pense que la plupart là se sont barrés, mais pour ceux qui sont encore là, merci d'être restés jusqu'à la fin, merci de me soutenir, merci de m'avoir soutenu sur les lives liés à cet iceberg et même sur les vidéos que j'ai pu réaliser par la suite. Ça a été beaucoup de taf. Merci encore à MMV et Ekarep qui sont, je le rappelle, ceux qui ont créé l'iceberg, tous les liens sont en description. Merci encore à Michelos aussi pour son travail d'investigation. Vraiment, il m'a bien carry pour mon père. Comme d'hab, le petit message de la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager surtout si vous trouvez que mon travail en vaut la peine. J'aimerais vous remercier aussi, petite parenthèse, sur la vidéo sur Radiohead. Vous avez été beaucoup à commenter des trucs archi mignons et ça me fait trop plaisir parce que ça a été longue vidéo que j'ai tournée et la plus longue que j'ai montée jusqu'à maintenant du coup, parce que je pense que celle-là va carrément détruire le ratio. Et du coup, ça me fait vraiment très plaisir de voir vos retours. Vraiment, c'était une vidéo qui était très personnelle pour moi. Donc ouais, ça fait plaisir, ouais. Cette vidéo, je sais pas si je vais pouvoir la poster avant les fêtes de fin d'année. Donc si je la poste avant les fêtes de fin d'année, bonne fête à vous. J'espère que vous avez fêté ça avec votre famille, avec vos amis, peu importe, seul. Ou avec une vidéo de Rassam du coup. Et si elle sort après, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que 2025 sera une année un peu moins merdique que l'année que j'ai eue. Vraiment, c'était horrible. En tout cas, merci beaucoup pour cette année. Cette chaîne YouTube, ça a été vraiment genre le point positif de mon année. Pas eu beaucoup, mais ça a été vraiment le point positif. Et ça, c'est grâce à vous. Merci encore de me soutenir pour tout ce que je fais. Merci encore de me soutenir sur Discord, sur Instagram, sur Twitch. Et puis, je vous dis à l'année prochaine.